Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le numéro 113. On n'est pas les princes de la ville, mais je crois qu'on est les princes du podcast. Il fallait que je fasse une dédicace. Si vous n'avez pas la ref, écoutez, allez la chercher. Donc le 113 les amis. Donc petit podcast, non, je pense pas qu'il sera petit par le temps, mais petit par le nombre de sujets, puisqu'il va tourner essentiellement autour de l'UFC Houston, puisqu'on avait fait l'analyse et les pronostics donc du combat de Nora Cornell contre Jocelyn Edwards et de Sean Strickland contre Monsieur Fluffy Hernandez, Anthony Hernandez. Donc on va faire notre débrief de ces fights et on va parler de ce qui entoure aussi ces fights, les ramifications, Dana White qui donne son avis sur différentes montées, ce qui donne des implications sur la suite des combattants. On va parler aussi du call-out de Paddy Pimblett sur Benoît Saint-Denis. Voilà, c'est à peu près les choses qu'on va évoquer dans le podcast. Avant de commencer, comme d'habitude, le partenaire du moment, Import Fight, cette boutique de textiles, donc matériel de sport, de combat, qui ont des marques qui sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Hit & Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast, ce sont des marques de qualité, qui sont stylées, qui vous permettent de vous différencier des autres, donc n'hésitez pas, Import Fight, le lien est en description, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres. Avec le code TATAMI10, vous aurez 10% de réduction, donc n'hésitez pas, allez sur le site. Maintenant, je vais changer d'application. Laissez-moi une toute petite seconde, parce que j'ai pris mes notes sur autre chose. Et on va commencer donc avec l'UFC Houston, donc qui a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 février. Le combat s'est passé au Toyota Center. Donc 2 combats qu'on va évoquer. Donc les 2 qu'on a analysés. Et on va commencer par Nora Cornell contre Jocelyn Edwards. Donc c'était une revanche qui avait, en tout cas un premier combat qui avait été gagné par Nora Cornell à la décision unanime. Là c'était Jocelyn Edwards qui avait demandé le fight pour ce combat retour. Ce combat, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est terminé au 2e round par soumission de Jocelyn Edwards suite à une amenée au sol qui a blessé donc Nora à la clavicule. Donc ce que j'ai vu, la clavicule qui a été cassée en trois morceaux, on va dire. Donc déjà, avant de commencer, on va lui souhaiter un prompt rétablissement pour le coup. Déjà de base, comme ça, c'est fait, c'est dit, on l'oubliera pas parce que c'est important. Une blessure, quand on est combattant professionnel, c'est jamais évident, ça fait perdre du temps dans la préparation, c'est un frein. Après la clavicule, en soi, ça fait très mal sur le coup, mais ça se répare relativement bien. Ouais, j'ai regardé j'ai regardé sur internet à peu près. Après ça dépend du type de fracture, tu vois, si c'est une fracture simple, s'il y a opération ou pas. Mais ils estiment au maximum à 10 semaines pour un retour à l'entraînement, ce qui est relativement raisonnable si c'est ça. Oui, moi j'ai vu le 3-4 mois, effectivement, 3-4 mois pour être vraiment à 100%. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, ouais. tu ressoulèves des charges, donc 3-4 mois, ça veut dire que on est en février, ça nous envoie à juin-juillet, ça veut dire qu'en septembre, l'UFC Paris, par exemple, tu peux déjà être là pour combattre. Donc là-dessus, il y a pas de souci particulier, d'autant plus que c'est quelqu'un qu'on sait qui a pas peur de se mettre dans le mal pour une prépa physique et donc pour une rééducation aussi de la même manière. Donc voilà, on pense que ça, en tout cas, je pense que tu dois penser la même chose. Ça va bien se passer. Tu vois, elle va revenir et elle pourra recombattre dans quelques mois. Ouais. Là-dessus, il y a pas de souci. On va dire que dans les blessures, il peut y avoir pire que la clavicule, même si pour le coup, c'est vrai que c'est handicapant à court terme. Ça, c'est sûr. Maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on rentre dans les détails du fight parce que c'est un fight qui a pas été vraiment traité, parce que soit certains médias ont été dans l'émotion et donc ont décidé de mettre de côté, tu sais, la partie stratégique, soit les médias n'en ont pas parlé du tout pour X ou Y raison. Je suis pas dans les tu sais, dans les DA pour savoir qui choisit quoi, tu vois, tu sais, les lignes éditoriales. Donc, en tout cas, nous on va en discuter. Écoute, on en a un peu parlé avant. Pour toi, tu me disais déjà, vas-y, que c'était son meilleur combat jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, moi je trouve que c'est la meilleure version de Nora qu'on a vue dans la cage. Pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Parce on a décidé de pas en parler avant. Je veux que tu me dises en fait ce que tu as noté, ce que tu as remarqué, qui fait que. Je l'ai trouvé appliqué. Alors déjà physiquement, alors bon, il y avait une différence de physique. Hein. Jocelyne était plus puissante. Maintenant, je pense qu'elle s'y est prise avant pour le cutting, justement pour éviter les problèmes Mhm. de poids. Et ça s'est senti parce que elle a fait la pesée plutôt bien, tu vois. Ça s'est bien passé. Mhm. Donc déjà physiquement, je pense qu'elle était bien. Au niveau de la gestion, je trouve qu'elle s'est pas exposée. Les défenses, elles étaient carrées. Elle écoutait bien son coin. Vraiment, quand tu t'écoutais, quand Johnny, de toute façon, quand il lui dit two on one, quand tu lui dis le placement de la tête, etc. Mhm. Tu vois qu'elle écoute Mhm. bien. Pour moi, elle a vraiment fait, elle a fait tout ce qu'il fallait en fait. Elle a fait tout ce qu'il fallait et j'aurais voulu voir justement une autre fin sans blessure pour voir jusqu'où ça allait parce que Jocelyne, elle commençait potentiellement à trouver une adaptation en lutte. J'aurais C'est aimé ça. voir comment Nora défendait à ce moment-là. Ça aurait été intéressant de voir la suite. En fait, voilà, je suis frustré. Ça m'a frustré de pas voir la suite de ce combat. Alors, ouais, je partage ton point de vue sur certains aspects, pas sur d'autres. Oui, il y a eu des adaptations, enfin des adaptations. Non, on peut même pas parler d'adaptation. Pour moi, j'ai pas vu de différence technique. Effectivement, elle a été appliquée. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle est rentrée au clinch. Enfin, de toute façon, elle est rentrée. Les deux sont rentrés au clinch parce que tu as comment dire, une Jocelyn Edwards qui a cherché la lutte très rapidement dans le combat, a cherché à coller à la cage. C'était son chemin. Elle a raison, c'est ce qu'il fallait faire. Derrière, on a Nora qui a accepté ça. Et je l'avais dit dans l'analyse, pour moi, c'était pas le chemin. Et je le redis encore maintenant, c'était pas le chemin. Parce que certes, il y avait de la réussite. Tu te souviens ce que je t'avais dit dans l'analyse? Je t'avais dit, Jocelyne, elle va accepter de prendre certaines frappes pour atteindre son objectif. Que ça soit du low kick, que ça soit du genou, elle va accepter de prendre pour atteindre son objectif. C'est exactement ce qu'elle a fait. Euh, Nora, elle a bien commencé. Début du combat, elle envoie la droite qui touche. Tu vois, elle envoie en ligne directe. C'est ce qu'il fallait faire. On est d'accord. Jocelyne très rapidement, si on refait le vite fait dans les grandes lignes, elle envoie très rapidement en lutte, tu vois, elle vient double under, coller Nora à la cage. Nora qui résiste bien aux tentatives d'amener au sol, donc ça c'était très bien. Elle commence à placer ses coudes et ses genoux, c'était bien. Il y avait des moments qui étaient plus intéressants que d'autres, c'est-à-dire qu'à un moment elle vient prendre le clinch tie vraiment serré Hum. derrière la tête, elle envoie ses genoux, elle l'a très bien fait. Dos à la cage, elle a réussi quand même à placer des genoux. Tu sais, on disait que dos à la cage, c'était pas Ouais, forcément là qu'elle était la meilleure. Elle a réussi à le faire. Elle a essayé de mettre des genoux à la tête comme elle a fait dans le premier fight. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnait pas et ça ne fonctionne toujours pas. C'est de venir essayer de pousser la tête vers le bas pour envoyer des genoux. Ça n'a pas changé. Edwards parvient à la mettre dos à la cage avec toujours l'underhook et elle continue à frapper. Donc Nora et Edwards frappent parce qu'il y a des frappes aussi du côté d'Edwards qui est pas en reste, qui envoie des crochets au corps, qui essaye de frapper, même si les dégâts sont plus du côté de Nora. ouais, bah il y a le Euh, double de frappe sur le premier round quasiment. Ouais. Là-dessus, il y a pas de souci. De toute façon, moi, je lui donne le premier round. Il y a aucun débat là-dessus. Je dis, on observe plus de dégâts avec les coudes et les genoux côté Nora, mais plus de contrôle de la part d'Edwards, qui est plus fort dans le rapport de force. En fait, Donc, tu c'est parlais ça. d'écart de Tu vois, gabarit. c'est ça pour C'est moi ça. qui a manqué, qui manque là dans ce fight, c'est que elle défend très bien dos à la cage. Elle arrive par moment à inverser la position, mais elle n'arrive pas à la Mm. maintenir. Et pourtant, C'est c'est ça. là qu'elle était le plus dangereuse. Tu vois, quand elle inverse la position et qu'elle commence à lâcher les coudes, etc. Si elle arrivait à maintenir Edwards dos à la cage, je pense que elle aurait pu faire très très mal. Mais ça durait jamais très Ouais. longtemps ces phases-là. Non. Parce que écart technique et puis parce que aussi tu parlais d'une Nora appliquée, mais une Edwards a été très appliquée aussi dans son travail de lutte. Elle a bien pris soin de prendre ses contrôles. Elle a bien pris soin de se positionner. Tu vois, elle a pas forcé la lutte. Tu sais, à essayer d'attaquer tout le temps. Tu vois, elle prenait les contrôles quand il y avait besoin, elle attaquait quand il y avait besoin. Et elle a essayé d'ailleurs d'arracher Nora qui est restée stable, qui n'est pas tombée. Donc sur une première déjà tentative de cette manière, tu sais, qui est un peu la Ouais, même tentative entre guillemets que la dernière. Elle relâche d'elle-même le contact.
Nora entame son travail de jab, son travail d'anglaise. Donc ça c'était bien, c'est ce qu'il fallait faire. Tu sais, je parlais d'une distance plutôt rapprochée en boxe, tu vois, d'être pas ni trop loin ni trop près. C'est là où elle a eu, pour moi, où elle a le plus capitalisé. Elle a tenté un bon coup de poing retourné. Enfin, les deux sont envoyés des coups de poing retournés de toute façon. Donc l'utilité de ces coups de poing, est-ce que c'était utile ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà, ça a été fait des deux côtés. Bah, on en parle souvent, nous, en tout cas, de. Tu sais, il y a certains moments, ils sont faits quand t'as plus de solution. Là, pour le coup, l'une comme l'autre, c'est pas qu'il y avait plus de solution. Je pense que c'était voilà une tentative de coup d'éclat, tu vois. Mais en le faisant, elles se sont pas exposées non plus. Des fois, tu le sens, il y en a, ils le font par dépit. Là, c'était pas le cas. Pour l'une comme pour l'autre. Je suis d'accord. C'était volontaire, c'était pas un manque de solution. Ils ont recherché le coup dur avec le coup de poing retourné. C'était vraiment ça. Edwards qui revient coller à la cage, Nora qui finit avec le round avec des bons genoux au corps, qui font plier Edwards. Ça a rappelé déjà le premier combat, d'ailleurs, à ce moment-là. Le round se termine. Round 1, Nora. Elle lève les bras, elle est contente, on sent qu'elle a compris qu'elle gagnait le round, mais tu sais, s'il y a déjà un point que je peux dire, c'est que je te l'ai dit avant le fight, j'ai l'impression, tu sais, quand je regardais un petit peu ce qui se faisait et tout ça, j'avais l'impression que elle kiffait son moment comme si c'était le dernier. Tu sais, c'est les mots que je t'avais dit, tu vois. Et tu sentais qu'elle était très heureuse d'être là, tout sourire, beaucoup d'énergie, tout ça. Mais il y avait une peut-être trop de confiance aussi. Tu sais, là, dans ce round là, un peu trop de confiance en se disant c'est bon, je vais la matraquer de toute façon. Tu sais, tu sais, on n'est plus copines, je vais la frapper, je vais la matraquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop de certitude de gagner le fight. Et j'ai l'impression dans d'autres fights que ça a déjà été le cas. C'est quand contre Jacqueline Calvacanti qu'elle dit 27 fois 3 quand comment dire quand elle fait le combat contre Carole Rosa qu'elle dit oui mais si elle m'avait pas amené au sol, j'aurais gagné. Tu vois, des fois il y a trop de confiance sur certains aspects, là très confiante sur ce round. Deuxième round. Bah après là c'est logique un peu. Jocelyne Puisque tu gagnes le premier round, donc c'est logique, c'est même ce qu'on va te demander pour un athlète d'être en confiance. Non, mais d'être en confiance, oui, mais de rester focus, c'est mieux, tu vois, d'être vraiment focus à mort, tu vois. Jocelyn Edwards, elle est focus. Tu sais, tu sens que elle, même si elle avait pris le premier round, elle serait restée focus. Tu vois, elle aurait pas levé les bras. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, tu sais, tu lèves les bras à la fin du fight. Ça, c'est vraiment un truc, et ça, je le dirais, tu sais, à n'importe lequel de mes élèves. Tu sais, quand, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Tu sais, quand on est en compétition et que tu gagnes le premier tour, deuxième tour, troisième tour. Chantez pas à chaque tour, s'il vous plaît. Après, je fais une différence. Quand t'as un élève où tu sens que passer un tour, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, il est content, il est joyeux, tu lui dis, OK, c'est bien, tu le laisses kiffer son moment. Par contre, quelqu'un qui est potentiellement, qui peut aller à la première place, tu vois, je lui demande de rester focus et de ne pas chanter à chaque fight. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes dans ta compétition. Tu ne sors pas de ton combat, tu sors pas de ta compétition. Je suis pas forcément d'accord sur ça. Bah, si tu veux. Parce que fait, chaque cas est différent. Et il y en a qui ont ce besoin d'exprimer, il y en a moins, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui restent focus. C'est propre à chacun en fait. D'accord, mais bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus, mais il y a des limites. Tu vois, c'est pas gagner un round, c'est pas gagner un fight. Tu vois, gagner un round, c'est pas gagner un fight. Il peut se passer plein de choses, et il s'est passé des choses. Puisque deuxième round, adaptation, tu l'as dit, de Jocelyn Edwards, qui chasse Nora et qui vient vraiment donc avec son anglaise et avec ses low kicks avancer sur elle. Tu sens que voilà, elle veut continuer Coller, à casser la distance, mais elle choisit déjà de venir échanger en boxe au début, de pas venir la coller tout de suite. Et puis en fait, tu comprends très vite qu'elle attend le bon moment. Et là où je t'avais dit accepter le low kick pour venir capitaliser, alors j'avais parlé d'un bras arrière à la Jacqueline Calvacanti, mais finalement en fait, elle a accepté le low kick pour venir la lutter. Flotter, ouais. Et c'est là, c'est là où il y a l'erreur. Ouais. C'est bah déjà, on en avait parlé. Hein. Les low kicks, elle les prépare pas spécialement. Ils partent. Et surtout, il y a une répétition de low kick. Elle en voit jamais quasiment un low kick, Nora. T'es habitué à quand il y en a un, il y en a toujours un autre qui suit, et voire même 3, 4. Et ouais, elle se fait timer sur ça.
Et elle se fait timer, pardon, et t'as donc un beau double leg de Jocelyn Edwards. J'avais dit qu'il y avait de l'évolution en lutte, elle l'a montré. Là, déjà, elle l'avait montré un peu dans le round 1, mais dans le round 2, donc elle montre ce double leg. Elle arrive à passer en latéral directement. Nora crochette bien. Elle arrive à se relever avec une Edwards qui reste accrochée au dos, tu vois, qui essaye de mettre un premier crochet. Et là, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu de l'écoute de Nora sur les conseils de Johnny, mais tu sens que bien qu'il y ait eu maintenant quelques années de travail, de lutte, de travail, de contrôle, de sortir de ces situations qui sont pas des situations extraordinaires, c'est des situations qui sont classiques. Tu te relèves, l'adversaire s'accroche à ton dos, essaie de mettre un premier crochet, c'est des situations de base dans le MMA moderne. Ça, c'est des trucs que tu retrouves à presque tous les combats, tu vois, quand il y a une phase de lutte. Donc, je me suis fait plusieurs fois, tu sais, le cheminement, tu sais, sur la partie lutte. Et donc, tu vois, une Nora hésitante qui sur ce qu'elle doit faire. Donc, elle prend le 2-on-1. Effectivement, donc 2-on-1, elle prend le bras de dans les deux mains. Elle passe le bras de l'autre côté de la tête. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, tu as plus de seatbelt, donc de ceinture de sécurité possible. Elle le passe là, normalement. Une fois qu'elle est là, elle a juste à se retourner comme elle l'a fait plus tard dans la phase. Et on n'en parle plus. Sauf que le problème, c'est que donc elle prend le 2-on-1 et ensuite elle essaye de saisir la jambe. Pourquoi ? Je ne sais pas. Derrière, t'as Johnny qui lui hurle dessus. Ah non, reprends le 2-on-1. Elle reprend le 2-on-1. Donc elle remet le bras du mauvais côté. De là, elle essaye de mettre un coup de coude dans la cuisse d'Edward. Et là, tu te dis pourquoi ? Deuxième pourquoi. Mais encore une fois, ça colle avec ce que je lui disais à l'époque. Pourquoi tu vas frapper là où tu dois ne pas perdre un contrôle ou une position ? Pourquoi tu cherches à frapper ? Pourquoi ce réflexe de frapper ? Et je dis ça exprès parce que tout à l'heure, il y a un truc, tu sais, qui me marque en fait combat après combat. Donc derrière, elle remet le bras de l'autre côté. Et puis finalement, elle arrive à se retourner et à revenir, à pivoter pour sortir du danger. Donc Nora qui réussit à revenir face à Edwards qui la recolle à la cage. C'est là où je note encore une fois qu'elle a encore une bonne faculté à mettre des coups de genoux quand elle est dos à la cage. Ouais, ça, c'est Nora, en fait, ce qu'elle fait bien, c'est de pousser le biceps, c'est dans le creux du coude. Sauf que le souci, c'est qu'à un moment, donc elle essaye de mettre l'underhook, et c'est là le début de la fin en fait. Ouais. Et c'est encore une fois, c'est une erreur. Bloquer le bras. En fait, tout part d'une erreur parce que elle met l'underhook, c'est pas ça l'erreur. T'as Edwards qui la serre en 10 doigts, qui la bodylock. Et Nora, au lieu de revenir face et de rentrer plus profondément son bras et d'être face à son adversaire pour essayer de peut-être la retourner et la remettre à la cage, elle se retourne, elle lui donne le dos en mettant son bras, en plus elle met son bras derrière. En fait, elle garde le whizzer. Je crois qu'elle a le whizzer encore. Ouais. C'est pas le whizzer, c'est même pas ça, c'est même pas un whizzer. Juste elle fait une accolade en fait à Edwards. Et en fait en se retournant, elle s'enferme elle-même le bras dans la prise d'Edwards. Et bah Edwards, elle vient, elle la ceinture, elle la soulève et elle la bascule. Et je pense qu'elle est embarquée dans sa technique. Je pense pas que ça soit un slam volontaire. Tu sais, avec la volonté de la planter dans le sol. Je pense qu'elle la soulève et puis après elle tombe à genoux avec elle. Oui, elle la soulève. Elle est prise dans sa technique. Elle met un petit fauchage une fois qu'elle est en l'air. Tu vois, elle vient décaler sa jambe avec son pied. Et après la chute fait que la chute elle est ultra violente en fait. C'est ça. Tu as vu le combat avant ou après de savoir qu'elle avait la blessure ? Je l'ai vu avant. Ouais, tu l'as vu en live le combat. On est d'accord. Derrière, donc avant de parler de la blessure, donc on finit la phase, t'as Edwards qui lui envoie un grand endpoint, qui s'arrête parce qu'elle regarde l'arbitre en disant ouais elle est sonnée, tu vois, voilà. Et puis finalement l'arbitre lui fait signe de recommencer. Elle renvoie un grand endpoint. Pendant ce temps-là, Nora, elle arrive à se retourner un petit peu, à revenir, à repousser sur son bras. En plus le bras qui est blessé pour se relever, et t'as Jocelyn qui lui prend le dos et qui va finaliser l'étranglement. Étranglement arrière, donc victoire de Jocelyn. Donc au round 2, t'as Nora qui tout de suite se plaint de la blessure, qui touche son épaule, et c'est à ce moment-là qu'on comprend. Moi sur le coup, je pense que sur le slam, elle est done, tu vois, elle est KO. Je pense que c'est sa tête qui a touché, que de l'angle où je vois la scène, je vois pas vraiment la chute.
Je pense que c'est sa tête qui a touché et qu'elle est KO en fait. Je pense qu'elle est sonnée et que c'est ça le truc. C'est dès la fin du combat où tu comprends que c'est une blessure. Puis après, quand tu Ouais. vois la Alors, ralenti et que tu comprends que son bras est bloqué, voilà, tu comprends très vite, tu vois, que la manière dont elle tombe, c'est forcément l'épaule qui a pris. ouais. Elle dit qu'elle était pas down, hein, qu'elle est pas tombée sur la tête, qu'elle est vraiment tombée sur l'épaule. Pour le coup. Mais Et je veux bien le croire parce que tu sais, je pense que quand t'as une fracture comme ça et que tu le sens en fait. Quand t'as une fracture comme ça, tu sens casser, t'entends crack. Et je pense que ton cerveau, il a une seconde où il bug. Tu vois, merde. ouais, T'es figé hein, pendant un moment. Je pense que c'est un réflexe humain ça. ouais. Parce qu'on parle, en fait, il y a tout un débat sur le slam et l'early stoppage, tu vois. Je sais pas vraiment s'il y a un early stoppage dans cette histoire. Parce que il y a la chute, l'arbitre il est bien placé au moment de la chute, tu sais. Donc je pense qu'il voit que la tête elle tombe pas, enfin qu'elle tape pas, tu vois. Et puis il y a le grand endpoint. Euh, pour moi, et qu'il laisse continuer un petit peu. C'était Aldric Cassata qui disait ça, et pour le coup, je suis plutôt d'accord. C'est des combattants professionnels, et en plus, on a déjà eu ce débat, tu vois. Euh, Arrêter trop tôt, c'est frustrer aussi la personne qui subit le grand endpoint. Parce qu'à ce moment-là, je le redis, on sait pas qu'elle est blessée. Enfin, moi, personnellement, tu vois, quand je relis mes notes, qui sont mes notes à chaud, là, c'est pas des notes à froid. Euh, Sauf la partie où j'ai décortiqué les phases. Là, j'ai repris mes notes, tu vois. Mais sinon, le reste, c'est mes notes à chaud. Je parle pas de blessure à ce moment-là. Tu sais, je me dis pas, waouh, c'est chaud, À elle ce est moment-là, on blessée. sait pas. Tu vois. Donc, elle prend un grand endpoint, elle se fait étrangler. Pour moi, c'est la suite logique de l'action. Tu vois. Hmm. Et tu parles de frustration de jusqu'où ça aurait pu aller. Mais déjà, est-ce que blessure ou pas blessure, est-ce que ça aurait été plus loin, en fait? Eh ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si tu veux, Jocelyne, en fait, même sur la première phase où justement il y a le two on one, elle passe le bras de l'autre côté, etc. Malgré le fait qu'il y ait des erreurs, qu'elle vienne prendre la jambe, etc. Jocelyne, elle en fait rien. Elle en fait rien. Pour moi, honnêtement, moi je vois pas d'évolution de Jocelyne Edwards. Bah écoute, c'est là où moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est une phase qu'elle a fait dans le combat juste avant où elle va chercher le dos, elle étrangle de la même manière. Et là où les deux situations ne sont pas les mêmes, c'est que dans la première phase, Nora se relève et on se retrouve dans une situation un peu hybride où elle a un premier crochet, mais elle a pas, elle est collée à la cage, donc elle peut pas mettre le deuxième. Là, effectivement, elle a pas su capitaliser là-dessus. Elle a pas de chain wrestling suffisant pour pouvoir l'amener au sol. Là, je suis d'accord avec toi. Donc elle était un peu bloquée finalement. C'est un peu une situation où les deux, elles savaient pas trop quoi faire. Mais dans la deuxième phase, quand elle l'amène, fracture ou pas derrière, elle va tout de suite capitaliser sur un grand endpoint. Ouais, mais Un grand endpoint et on sait qu'elle frappe fort. un grand Et endpoint derrière, tu vois, quand tu regardes le combat, il y a une seconde au moins où elle peut revenir en turtle et c'est ce qui change tout d'ailleurs. Parce que si dès l'atterrissage il n'y a pas de blessure, tu reviens en turtle tout de suite, il n'y a pas le grand endpoint. je sais pas. Je sais pas parce qu'on est sous l'adrénaline. En fait, là, c'est des suppositions de ton côté comme du mien. Ouais, Moi, oui. pour moi, elle prend le choc et elle revient en turtle, pas forcément, parce que en vrai, elle est encore sous le coup de l'adrénaline. Son adrénaline lui a permis quand même de venir se relever en poussant sur son bras blessé, parce que c'est ce bras-là qui lui permet de se relever. Et derrière, c'est ce bras-là qui lui permet de taper aussi. Enfin, tu sais, tout s'est fait avec ce même bras-là. C'est ça Ouais, qui est mais drôle en plus. Enfin, drôle, entre guillemets. avec un temps d'arrêt. Avec un temps Mais, d'arrêt au mais le moment temps, de. Je te dis, pour moi, tu figes quand t'as ce genre de blessure. Et mais t'as le choc de l'amener aussi. Tu vois. T'as le choc de l'amener du fait d'avoir été amené au sol avec cette amplitude-là. moi, Tu je suis sais, pas sûr. t'as pas ce niveau de, Si écoute. sa tête ne tape pas, je vois pas pourquoi il y aurait un choc particulier parce qu'en plus tu tombes pas sur une zone, tu vois, tu tombes pas à plat dos où t'as le souffle coupé. Elle est quasi en turtle en fait quand elle tombe, elle est déjà sur le côté. Ouais. Mais quand elle prend le double leg, elle se relève pas tout de suite instantanément. C'est-à-dire que je serais d'accord avec toi si elle avait l'habitude de venir et de se relever directement. Tu vois, de tout de suite repousser, se relever, comme certains combattants ou combattantes qui, dès que les fesses touchent le sol, elles sont déjà sur la défense. Euh, Quand elle prend le double leg, il y a un temps de contrôle. Ensuite, elle arrive à trouver son crochet qui lui permet de se relever. Tu vois, elle se relève pas instantanément. Là, elle prend l'amener.
Elle se relève pas instantanément. C'est pas dit qu'elle se serait remise en turtle tout de suite. En tout cas, il y aurait eu le temps de prendre un grand endpoint de la même manière. Et la situation, elle est un peu différente. Elle est quand même un peu différente, cette situation. Maintenant, on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais mais c'est possible que, avec ou sans blessure, le fight s'arrête ici. Parce que derrière, quand elle se relève, Jocelyne peut lui sauter dans le dos de la même manière et venir prendre l'étranglement de la même manière. Avec ou sans blessure. Ce serait pas forcément relevé d'une meilleure manière, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Il y aurait pas eu forcément une meilleure manière de se relever. Et puis derrière, elle a quand même pris des frappes. Et je pense que si le choc, parce que peut-être que Jocelyne aussi, tu sais, si on fait des supputations, elle a peut-être entendu le crack aussi, de la même manière. Et peut-être que c'est pour ça que quand elle envoie son grand endpoint, elle s'arrête en disant, peut-être qu'elle se dit, il y a un problème, tu vois. Et puis finalement, elle continue. Moi, Elle se serait je peut-être suis pas pas arrêtée. sûr. Je pense qu'elle s'arrête parce qu'elle Pour moi, voit c'est une erreur d'ailleurs de s'être arrêtée. Elle s'arrête parce qu'elle voit que Nora elle est out pendant une seconde, tu vois. Et après, comme tu dis, je pense qu'il y a l'adrénaline qui prend le relais. Et c'est là où, de toute façon, elle se rend compte que le combat il est pas arrêté de toute façon, donc faut réagir. Mais non, bah après c'est comme tu dis, c'est des supputations de toute façon. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que j'aurais bien aimé. Bah En ouais. fait, là, on rentrait dans une phase qui était intéressante pour voir la progression de Nora, tu vois. Bah écoute, moi en tout cas de ce que j'ai pas vu. En fait, je serais d'accord avec toi si ça avait été la première phase. C'est pas la première phase du fight et en fait, j'ai pas vu une évolution particulière. J'ai vu que elle se prend un double leg de la même manière que Carol Rosa lui a mis. Donc de toute façon, elle sprawlera jamais. C'est pas dans son ADN. On sait que le sprawl c'est comme le KO, le KO power. C'est soit tu sais sprawler, soit tu sais pas sprawler. T'as des gens ils vont sprawler Ouais, directement, il y oui, a des gens ils oui. sprawleront jamais. Après, bon, Donc elle va. dans sa poisse, il y avait quand même la tentative de roulade qui est sauvée par la cage, hein, parce que sinon, elle la renverse sur l'amener. Hein. La ceinture, Sur l'amener. elle roule avec elle. Et en fait, ce qui fait que ça marche pas, c'est qu'il y a la cage. Elle la bascule. Elle la Elle la bascule, mais bascule. il y a la Et cage. il y a la cage et il y a les hanches de Edwards qui pivotent très bien et qui lui permettent aussi de revenir en latéral. Bah, Elle se fait charger et elle saute de l'autre côté. si, Là, tu sais, elle reste accrochée. si c'est en milieu de cage, je pense pas qu'elle la stabilise derrière. Peut-être, je sais pas. Encore une fois, c'est, en tout cas, l'effet, Mais c'est bon, ça. en tout cas, de toute L'effet façon, pour moi, c'est, le elle se fait timing, il est amener. parfait. C'est dos à la cage, donc elle a bien géré ça. C'est ça. Elle se relève, elle sort pas, elle balbutie avant de sortir correctement. Tu vois, il y a des moments de flottement qui peuvent être exploitables. Derrière, elle fait une erreur elle-même, justement, quand elle se fait ceinturer, c'est elle qui fait l'erreur de s'enfermer dans le bodylock de Jocelyn Edwards. Et après, elle se fait amener au sol, elle se fait prendre le dos. Certes, il y a la blessure, mais avant même la blessure, il y a une succession de petites erreurs qui font que, pour moi, en fait, il y a enfin, tu vois, je pense que vu les adaptations que faisait Jocelyn Edwards et les réponses qu'il y a eu de l'autre côté, tu vois, je dis pas qu'elle aurait gagné forcément le combat parce qu'il y avait des genoux au corps qui faisaient mal et qui faisaient plier Edwards, tu vois, donc peut-être qu'il y en a un qui aurait plié plus qu'un autre et qui aurait permis de mettre fin au fight, tu vois, du côté de Nora. Mais en tout cas, sur les éléments que j'ai vus, pour l'instant, en tout cas d'un rang d'ennemi, on va dire, eh ben, il y a pas de, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ça, c'est à peu près un rang Ouais, d'ennemi. ça en est. Sur les trois, c'est quand même, tu sais, on dit j'aurais voulu voir plus, mais il y a quand même un demi-fight, un demi-combat qui s'est passé. Euh, ouais. Enfin, oui, un demi-fight, ouais, un Maintenant, demi-fight, c'est ça. sur un demi-fight, ça veut dire que Nora, on gagne 70%. Parce qu'il gagne tout le Non, premier round. pourquoi? Bah, pour moi, elle prend le premier round. Edwards, elle gagne Ah oui, d'accord. la moitié d'un round et à la blessure, donc on peut pas supposer de la Ouais, suite. voilà. Elle gagne la moitié d'un round et elle perd le deuxième jusqu'à la moitié du fight. Non, elle gagne pas 70%, qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle gagne tout un round. Elle gagne le premier round. Oui, mais attends, le pourcentage, donc c'est pas, Bah, le premier round, c'est c'est pas 19. 70%. Oui, mais c'est pas 70% du fight. 70%. Si Non, tu prends, 70% de ce qu'on a vu. non, mais même de ce qu'on a vu, tu prends, ouais, ouais, je sais pas. J'ai la flemme de faire des maths. En gros, Mais bon, tu m'as compris. Elle gagne un round, elle perd le deuxième jusqu'au moment où, du finish. En tout cas, elle perdait le deuxième. Ça, c'est sûr. ouais. Oui, Donc, elle perdait le deuxième. donc, voilà. Euh, Derrière, il y a Johnny Frachet qui a pris la parole. C'est le premier qui a pris la parole.
qui a dit certaines défaites ont un goût plus amer que d'autres, surtout quand le bénéfice des mois d'entraînement sont autant visibles. C'était le cas pour Nora. Comme on le dit, tout n'est pas entre nos mains. Ce qu'il était a été plus que peaufiné par Nora et son staff. Je suis certain qu'elle pourra montrer toute son évolution dans ses prochains combats. Envoyons-lui un maximum de soutien, de force à notre championne. Et derrière, t'as Nora qui parle, elle, dans ses stories, d'une défaite entre guillemets. Tu vois, donc elle reconnaît pas ça comme une défaite. Déjà, premier élément. Et surtout que elle parle qu'elle est interminable. Interminable, genre on peut pas la finir. Sauf si, comme son adversaire, le seul moyen de gagner, c'est de la blesser. Déclaration de Johnny. J'ai l'impression d'entendre ce qui avait été dit dans le combat précédent. On a travaillé, on a fait plein d'évolutions, tout s'est bien passé, le travail se passe bien, tout est parfait, mais derrière dans la cage, malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais. Tu vois, c'est déjà un truc que j'ai déjà entendu. La déclaration de Nora, elle est moins dure que sur le combat contre Carol Rosa, mais t'as quand même, j'ai pas perdu. Tu prends le sous-titre, hein. J'ai pas perdu. Si je suis pas blessé, je perds pas. Parce que je suis interminable. Côté Johnny, je suis d'accord. Je pense que à l'entraînement, il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont fonctionné durant l'entraînement. Tu vois, qui ont marché. Il y a des évolutions et tout ça, et qu'il y a pas de souci particulier. Tu sais, quand t'arrives à l'avant fight, tu regardes, tu te dis ok, tout va bien. Tu sais, tout va bien, le travail est fait, il y a des évolutions, on voit une progression, il y a pas de souci. Derrière, ça fait écho à ce que je disais pendant l'analyse. C'est une combattante à l'instinct. Et le problème, c'est que quand tu la mets dans le fight, en fait, l'instinct ressort. Il y a des choses positives et il y a des choses qui la mettent dans la mouise. Quand elle se relève, c'est quelque chose que je la vois faire depuis que nous-mêmes on l'a coachée. La manière dont elle s'est relevée, tu sais, sur la première amenée. Venir mettre ce crochet par en dessous et venir créer la distance pour se relever. Ça, c'est de l'instinct. Même ce que tu me dis quand elle s'est pris le double leg et qu'elle a essayé de la charger en arrière, ça, c'est quelque chose qu'elle faisait déjà. Ça, c'est de l'instinct. Cet instinct-là lui a permis de se relever et de capitaliser. Derrière, l'instinct de se retourner à la fin, tu sais, pour justement essayer de fuir, mais pas de la bonne manière. Tu sais, là, on n'est plus dans la technique. En fait, quand tu dois rentrer dans la technique pure et dure, dans la propreté technique, c'est-à-dire, je dois sortir du premier truc, c'est 2-on-1, je passe le bras de l'autre côté, je me retourne et je repars dans mon travail. Il faut lui expliquer, et heureusement que le coin était juste à côté à ce moment-là, parce que si ça se passait de l'autre côté, peut-être que ça se passait différemment aussi. Parce qu'elle aurait essayé de mettre des coups de coude, elle aurait essayé de prendre la jambe, elle aurait essayé, tu vois, si elle avait pas entendu son coin, il y aurait eu frustration. Parce qu'elle aurait pas su mettre en place le truc peut-être d'elle-même, ou en tout cas avec moins de facilité. Et de l'autre côté, quand elle se retourne et qu'elle enroule la tête, bah ça c'est de l'instinct, c'est pas bien fait. Maintenant il y a eu des adaptations. Le petit Ushimata qu'elle met dans le combat, tu sais quand ça c'est travaillé, il y a de la technique, effectivement il y a eu de l'évolution. En fait je dis pas qu'il y a pas d'évolution, je dis juste que dans tous les fights, son instinct reprendra le dessus et que ça fera en sorte qu'elle perde des positions et en fait elle a un plafond. Elle a un plafond parce que tant que là ça sera pas travaillé, c'est que vraiment on travaille codifié, tu sais, sur certaines choses, sur certaines phases, pas sur tout, mais sur certaines phases, eh bien il y aura cette problématique là. Maintenant, le problème, c'est que quand j'entends encore une fois sa sortie où elle dit si je suis pas blessé, je perds pas, je suis incassable, c'est une défaite entre guillemets. Non, je suis désolé, il y a un moment faut dire les choses, c'est une défaite. C'est une blessure qui suit une erreur. Il faut pas la minimiser cette erreur parce que si elle fait pas cette erreur-là, qu'elle reste face, il y a pas la blessure, le fight il est complètement différent. Et derrière, il faut que derrière aussi on lui dise les choses. T'as perdu. En fait, il y a pas de je suis imbattable, je suis infinissable. Non, tu t'es fait étrangler. T'as été fini. T'as été soumise. Et c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, maintenant j'ai écouté son
je crois que c'était sur Jab Life, sa dernière interview, où justement elle était revenue sur le combat avec Karol Rosa. Tu vois, elle change de version avec le temps. Et je pense que t'as ta réaction à chaud, il y a ton orgueil de compétiteur qui parle, et avec le temps, c'est là où tu prends du recul. Je pense que dans quelques semaines, pensera différemment ce combat. Bah écoute, c'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour elle. Pas pour moi, personnellement, mais en tout cas pour elle, tu sais ce que je souhaite parce que il y a que ça qui fait que derrière tu continues d'avancer. En fait, c'est en étant froid sur les situations. C'est juste ça. Faut étudier la chose avec froideur. L'émotion. En gros, dans le monde professionnel, la froideur, la chaleur de l'émotion n'existe pas Mmh. avec la froideur du concret. Oui, parce Tu que vois. c'est vrai que même si tu pars du principe que même s'il n'y a pas d'étranglement, il y a juste la blessure, ça reste une défaite. Parce que t'as pris l'amener pendant le combat, en fait. C'est une action du combat qui t'amène à cette blessure. Donc comment j'aurais pu faire pour pas prendre cette amenée? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et comment travailler sur et c'est pour ça que tout à l'heure, tu sais, je parlais du focus dans le combat. Tu sais, quand tu lèves les bras, quand tu ceci, quand tu cela, quand j'en parlais sur l'interround, c'est comment tu restes focus de A à Z sur ton fight de la première à la dernière seconde. Comment tu fais en sorte de ne pas perdre tes moyens. Parce que ça, on l'a vu par le passé. Dès que ça se passe pas comme ça doit se passer, il y a une perte de moyens, il y a une perte de contrôle, il y a une perte-pied, entre guillemets. Non, ouais. Bah après ça, tu sais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est valable chez une grande partie des combattants. Une énorme, peut-être Je même sais. la majorité des combattants. Et je crois même que c'est presque encore plus dur à gérer quand tu gagnes un combat que quand tu perds. Parce qu'on parle souvent de gestion, enfin, tu sais, des gens qui perdent, comment ils essayent de s'adapter. Mais quand tu mènes au score, gérer le combat, c'est très difficile aussi. Oui, Et là, je suis pour le coup, je d'accord. pense qu'elle s'est dit, je gagne le premier round, je vais gérer, je vais vouloir faire la même chose. Et essayer de gérer cette avance, c'est tout aussi compliqué que quand t'es en retard. Ouais, mais tu vois là, alors, je vais reprendre l'exemple de Carol Rosa. Dans le fight contre Carol Rosa, elle gagne le premier round. En fait, elle fait un gros coup d'éclat sur le premier round. Et derrière, il y a une adaptation qui est faite. Ça fait 2 fois que l'adaptation, elle est faite. Carol Rosa, il y a eu l'adaptation lutte, double leg, contrôle au sol. Là, il y a eu l'adaptation lutte, double leg, contrôle au sol, ceinturage, contrôle au sol. Enfin, tu vois, ou alors contrôle ou grand and pound ou ce genre de choses. Et en fait, ça fait 2 fois qu'il se passe la même chose. Gagner un combat, c'est pas gagner le premier round. Gagner un combat, c'est gagner au moins 2 rounds. Si t'es sur un 3 rounds. Ouais, C'est en gagner au moins 3 si t'es sur un 5 rounds. ouais, C'est c'est ça le vrai. truc. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je mettais l'accent sur ça là-dessus tout à l'heure, tu sais, sur le fait de lever les bras. D'être lucide. En fait, d'être lucide dans le fight. De se dire, hey, j'ai gagné un round. J'ai pas gagné le fight. Oui, non, mais sur ça, je suis d'accord. Mais moi, je pense juste qu'il y a des gens, tu sais, en fait, le fait d'exprimer, ça les fait pas sortir plus que ça de leur fight. Il y en a, ils ont besoin de relâcher cette pression du premier round, de c'est bon, je suis dans mon combat. Et en plus, c'est super courant, tu vois, un combattant qui lève les mains, fin du premier round quand il a gagné, c'est hyper courant. Ouais, mais c'est pas une première fois hein, que je parle de ce genre de choses. Hein. Enfin, tu le sais très Ouais, bien, ouais, on a analysé assez de fights. mais il y en a plein où Parce que, ça n'a pas de conséquences, tu vois. C'est juste que c'est leur manière à eux de réagir. Et ils ouais. font ça très bien. Mais là, en fait, si je le dis pour là, c'est parce que ça a une conséquence. Ça fait 2 fights que ça a une conséquence. En fait, il faut travailler, il faut rester focus. Il faut s'attendre à ce que les gens exploitent un blueprint qui est là, qui est présent. Tu vois, c'est-à-dire que tu restes pas droit sur ta posture, t'envoies pas des low kicks isolés. Depuis tout le temps, depuis tout ce temps en fait, même à l'époque, j'en parlais. Travailler une boxe adaptée au MMA avec du setup, avec une posture plus basse, avec tu vois l'enchaînement de low kick. Tu sais, tu disais dans l'analyse, ouais, elle va lui casser les jambes, enfin sabrer les jambes avec ses low kicks. Mais Ouais. en fait non, parce que comme elle en envoie 3 d'affilée, elle peut pas casser la jambe, c'est pas Hum, possible. Tu le setup à la Ernesto Houst et puis t'envoies un crochet suivi d'un low kick. Déjà, tu te fais pas timer en lutte, déjà pour commencer. Et puis en même temps, quand t'envoies un low kick, tu l'envoies bien. je la vois bien. T'en envoies pas 3.
Et ça, c'est déjà ce que je disais à l'époque. C'est de la touche. Elle est forte avec ses genoux, elle est forte avec ses coudes, mais par contre, derrière, sa puissance de kick, elle est pas suffisante. Alors, c'est pas grave. Sur les low Mais kicks, si t'as pas de puissance de kick, t'en envoies un bon. T'en envoies pas 3 moyens. Mais là, pour le coup, je pense que bon, il y a eu beaucoup de dégâts avec les genoux, mais ça, j'en étais sûr. Mais là où elle m'a surpris, c'est sur l'anglaise, hein. Elle était bien sur l'anglaise, là. Oui. C'était très bien en anglaise. Il y a eu du progrès en anglaise, et justement, il y avait cette question, parce que justement, Jocelyne aussi avait progressé en anglaise, ça, on l'avait vu. Jocelyne, elle pouvait pas s'exprimer en anglaise. Les entrées, c'était très rapide. C'était un bon travail, comme il fallait, bien en ligne. Ça, c'était très propre. Ouais, elle l'a touché bien comme il faut. On voit qu'elle accuse le coup et tout ça. Après, je pense que de toute façon, le travail de Jocelyne Edwards, c'était pas de boxer cette fois-ci. C'était vraiment d'aller coller. Je te dis, je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'aurais mis en place. Vu l'évolution d'Edwards, c'est ce que je t'avais dit dans l'analyse. Accepte, tu vas prendre quelques frappes. Par contre, sois focus sur le fait que tu vas l'amener au sol. Parce que c'est sûr que tu vas l'amener au sol et qu'une fois que tu l'auras amené au sol, tu vas dominer. T'auras une ouverture, t'auras une opportunité parce que il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans le fait de se relever, il y a des erreurs dans pas mal de compartiments qui font que ces erreurs, elles ont été identifiées et elles ont été exploitées. C'est pour ça que je te dis, blessure ou pas blessure, le finish, je dis pas qu'il aurait été fait là, mais il était possible. Vu comment Edwards capitalise sur le fait, et ce que j'ai vu sur les derniers combats, où elle arrive à bien transitionner vers le dos et capitaliser sur ces moments-là, tu vois, le finish, il était possible. Mais c'est toujours possible, un finish. L'étranglement, il était super bien installé tout de suite. On sent que, même s'il y avait un manque de lucidité, mais tu sens que c'est quelque chose qui a été répété, travaillé. Non, mais c'est comme si il y avait même pas de réaction. Si t'étrangles un mannequin, l'étranglement, il est bien fait tout de suite, hein. Non, mais je suis d'accord, mais le combat d'avant, c'était pas un mannequin, et pourtant, et puis il y avait de la réaction, et puis elle l'a mis de la même manière. Là, on juge sur combat. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont d'abord prendre le dos, puis ensuite ils vont aller installer l'étranglement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart, il y en a plein qui n'arrivent pas à étrangler parce qu'avec les gros gants, enfin avec les gants et tout ça, c'est difficile d'y aller. Et puis là, tu sens que ça a été direct, ça a été flush. Tout de suite, l'objectif, il était là, et il a été pris tout de suite. En fait, dès qu'il y a eu l'opportunité, dès qu'elle a sauté dans le dos, le bras, il était déjà sous le coup. Tu vois, c'est ça où je te dis que ça a été répété. C'est pas genre, je prends le dos, et puis après, on voit ce qui se passe. Non, là, ça a été direct. Ouais. Donc c'est des choses qu'elle exploite. C'est un travail. En fait, je parle même pas que de ce combat-là. C'est un travail qui a été fait. C'est ce que j'avais analysé justement quand on avait fait l'analyse du fight. Donc voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, bah écoute, j'espère que ça n'aura pas de conséquences sur la suite de sa carrière par rapport à l'UFC. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont sortis, je crois pas, hein. Il parle pas de... Non. Elle a juste perdu une place de mémoire et Jocelyne Edwards en a pris 3. Bah Jocelyne elle a pris sa place. Ouais, et tout est descendu d'un cran en dessous. Parce que Nora, elle était 4. Les 3 du dessous, elles sont descendues d'un cran. Nora, elle était 12. Elle était 12. Et Jocelyne, elle était 14. C'est ça. Donc elle a dû passer 12 à la place. Non, même plus que ça. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, elle est passée au-dessus. Elle est passée au-dessus. Et Nora est descendue d'un cran. Mais elle est restée dans le top 15. Donc elle reste dans le top 15. Donc potentiellement avec un prochain combat. Bah comme t'as dit, en fait, ça colle avec l'UFC Paris. Hein. Ça colle exactement avec l'UFC Paris si elle s'en sort pour 8 à 10 semaines de récup total et reprise de l'entraînement, ça colle très bien. T'as un bon mois et demi pour faire un camp. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Par contre, ce sera son dernier combat en contrat. Donc la question c'est est-ce qu'ils vont renégocier le contrat avant ou pas, tu vois. En général, ils renégocient avant le dernier fight. Donc faut voir ce qui va se passer. Et puis par contre, le seul truc c'est que c'est ce que je disais là, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Quand elle va revenir, elle reviendra pour faire un camp, pas pour peaufiner les problèmes. Alors tu peux dans le camp peaufiner certains problèmes, mais c'est surtout un camp. Un camp, tu viens chercher un adversaire. Tu prépares un adversaire. Tu reviens pas sur les problématiques qu'il y a eu, tu sais, et qui sont à gommer, tu vois. Oui, ça sera pour faire un camp. Maintenant, je te dis franchement, moi cette version là que j'ai vue dans la cage,
Je pense qu'elle peut battre pas mal de féminines parce que là, si elle prend un combat, ça sera hors top 15, je pense. Ils vont la faire regarder derrière suite à la défaite. Je sais pas. Attends, vite fait. Qui a dans le top 15? UFC. Tu me dis qu'elle est 14. Non, elle est 13. Ouais, c'est vrai qu'elle est, elle est 13. Non, oui, 13. Attends, je vais dans le, attends, elle est où? Elle est là. Donc, effectivement, elle est passée 13. Oui, c'est ça. Et 13. Jocelyn Edwards, elle est passée 11. Elle est passée 11. Ok. Donc, ça fait 13 Donc, sur deux défaites, deux défaites d'affilée. Ils vont la faire regarder derrière elle. Je pense que ça sera potentiellement même une fille qui est même pas classée. Bah, en dessous, t'as Misha Tate, mais elle combat pas, et t'as Luana Santos, pardon. Luana Santos. que je regarde sa tête. Non, ça me parle. Luana Santos qui a combattu, qui a gagné, qui est sur une victoire le 14 décembre. Qui a battu Croden. Écoute, ça peut être un dernier fight parce que je sais pas où Luana Santos, je pense qu'elle vient de rentrer dans le top 15. Ça peut être ça. Ça peut être ce profil-là, tu sais, pour te donner une dernière chance dans le top 15. Tu sais. Ça a fait grimper quelqu'un du top 15. Ou toi, ça te fait conserver ta place. Et après, bah, ou pas. Tu peux sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et elle avait gagné sur quoi? Est-ce qu'on sait? Non, je sais pas. Compte rendu. Si. Luana Santos pour voir un peu le profil. Décision unanime. Sur 3 rounds. Avec une tentative de soumission. Bref, ça sera analysé le jour où s'il y a. Ok, on enchaîne? Ouais. Parce qu'on a passé pas mal de temps là sur ce fight. Sean Strickland contre Anthony Hernandez. Écoute, on parlait d'écart de gabarit tout à l'heure entre Jocelyn Edwards et Nora Cornell. Là aussi, il y avait un gros écart de gabarit. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les dernières photos justement de Sean Strickland, je voyais qu'il avait pris à cœur cette préparation pour ce fight-là. Tu sais, autant là, pour le coup, je me reconnais en faux. Tu sais, j'avais dit, s'il nous fait le fight habituel, je vois une victoire de Fluffy. Il nous a pas fait le combat habituel. Vraiment, là, il a eu à cœur de très rapidement rentrer dans le fight, de mettre beaucoup de rythme, de mettre beaucoup de pression. Je pense qu'il avait. Se suivaient sur ensemble. Je pense qu'il avait la dalle. Il avait la dalle parce que, en fait, j'avais zappé. Pourquoi on le voyait plus? Tu sais, ça m'était sorti de la tête. Et c'est parce qu'il avait été, il avait eu son exclusion là par rapport au fait d'avoir frappé un mec dans la cage, dans une autre orga. Donc en fait, c'est pour ça qu'il était inactif. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit ah ouais. Donc le mec, en fait, non, c'est pas juste, il a fait une pause malgré lui. Moi, je pensais que c'était ça, tu vois. Je pensais qu'il avait perdu ses 2 combats contre DDP. Il avait besoin de recul, il savait pas où on était. Mais non, en fait, non. C'était pas de son fait qu'il a été. Enfin, si, c'est de sa faute, mais. Oui. Et tu m'as compris. C'est un autre combat. Donc tu sentais qu'il était motivé. Et tu le vois déjà sur son physique, comme tu l'as dit. Non seulement il est énorme, mais même il est affûté. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu Strickland affûté comme ça pour un combat. Moi, je le trouvais vraiment, vraiment costaud. Exactement. Vraiment, tu sentais qu'il était vraiment dans le game. Il voulait prendre cette place pour potentiellement combattre pour une ceinture, parce que c'est ça les enjeux. Hein. C'est ça. Il n'était pas à côté de son fight comme c'était le cas contre Paulo Costa, par exemple. Ouais, non. Tu sentais qu'il était en mode automatique. Là, il était vraiment en mode rouleau compresseur. C'est vraiment ça. Mode rouleau compresseur. Alors, j'ai cru comprendre que Fluffy, il était blessé et que ça l'empêchait de shooter sur les amener au sol. Maintenant, est-ce qu'il aurait quand même réussi à l'amener? Je ne sais pas. J'en suis pas convaincu parce que on connaît la qualité de Strickland. Je ne pense pas. Et surtout, Strickland, il a été très bon dans le coup d'œil. Franchement, toujours pareil. Alors beaucoup moins de jabs isolés, mais plutôt des jab cross qui ont vraiment touché et qu'on fait mal. Vraiment qu'on fait mal. Toujours ces types au corps, les genoux qui montent, des middle. Il y a eu quand même, il y a vraiment eu un bon timing de Strickland sur tous les rounds. Il a un coup d'œil de malade.
Franchement, il a un coup d'œil de fou. Ça veut dire que toi, au moment où t'enclenches ta frappe, il y a ce jab d'arrêt qui vient. Tu sais, tu sais même pas d'où il part. Il prend des angles bizarres. Non, franchement, à regarder, c'est pas, ça, on peut pas parler de beauté du geste, mais qu'est-ce que c'est Non. efficace. Qu'est-ce que c'est efficace. Et même les défenses, hein. Tu sais, t'as l'impression qu'il fuit, qu'il recule, qu'il lève les bras, qu'il fait des trucs bizarres. Mais finalement, il prend pas tant de frappes que ça. Il en prend même très peu, hein. Et quand c'est pris, c'est bien Il en prend encaissé. très peu. Quand c'est pris, tu Mm. sens que le menton est solide en plus. Donc, non, mais j'en étais persuadé. Strickland, c'est un bourbier, en fait. Strickland, c'est vraiment un bourbier. Et tant que tu l'as pas face à toi, tu peux pas t'en rendre compte. Et on a eu une tonne d'exemples, en fait, maintenant. Donc, on peut plus se faire avoir sur ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis en train de relire un petit peu ce que j'ai noté dans le combat pour faire c'est les grandes lignes. Mais en fait, les grandes lignes, il y a pas grand chose. Il y a Fluffy qui a réussi à capitaliser au bout d'un moment. Alors dans le round 2, tu sais, il rentre avec le sourire, il a envie d'y aller. Il capitalise avec quelques uppercuts. Tu sais, en Ouais. venant coller, tu vois, il arrive Ouais, mais à. tu C'est ce vois, qu'on avait dit d'ailleurs, ce hmm, qu'on avait analysé, les crochets, les uppercuts quand il vient coller. Mais t'as Strickland qui sort toujours de l'axe. c'est En fait, ça. il arrive toujours à Exactement. sortir et à revenir et puis à remettre la marche avant. C'est En non, fait, c'est compliqué. Fluffy, il avait, comme on le disait dans l'analyse, il a besoin d'avancer pour être performant, les Strickland aussi. Donc en fait, les moments où il a eu entre guillemets du succès, Hernandez, c'est quand il avançait. Le truc, c'est que Mm, tu sentais que, moi, je l'ai senti très vite qu'il n'y avait pas le punch pour éteindre Strickland. Clairement, clairement, ouais. il y a des frappes qui touchent, il les prend, il n'y a pas de souci. Elles sont bien accompagnées, il voit tout en fait. Et la force de Fluffy, justement, c'est que quand il touche, justement, dès que son poing touche ton visage, il shoot normalement. Et il alterne entre shooter, remonter en boxe, etc. Sauf que Strickland, tu sentais qu'il craignait pas du tout la lutte. Tu sais, il n'y avait pas de suranticipation. En fait, c'est ça la force des mecs qui shootent à répétition, c'est que tu suranticipes la lutte. Il n'avait pas besoin, Strickland, parce qu'il était beaucoup plus puissant et en plus, techniquement, il savait quoi faire. Donc en fait, il te laisse shooter et il défend une fois que tu es dans ses jambes et il va te relever et il y a pas de suite. Donc c'était un combat compliqué pour Fluffy. Et puis Strickland opportuniste dans ce round 3, qui profite d'un moment où t'as Fluffy qui a tendu les bras pour venir le saisir à la nuque, tu sais, enfin je sais pas, faire un tie clinch ou je sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire, mais t'as donc Strickland qui balance son genou, qui euh, qui qui entame le début de la fin en fait, parce que C'est la fin. c'est le genou qui le plie en deux et puis après derrière il envoie sa série, il accélère Le corps, pour c'est le son finir point encore faible, le hein. round. Il y a plein de combats où C'est ça. il se fait toucher au corps. Tu sens que vraiment le corps, c'est la zone où il faut lui faire mal. D'ailleurs, j'aurais bien aimé finalement voir De Reader contre lui, parce que les genoux de Reader au corps, ça aurait fait du dégât Ouais, aussi. Ça aurait été pas mal. ouais, Ouais, je suis d'accord. écoute, compliqué. Test raté pour Fluffy. Je sais que beaucoup de gens attendaient beaucoup de lui. Parce que c'est un combattant plaisant à voir, tu vois, il a un beau style, c'est varié, il y a du beau sol, il y a de la belle lutte, il y a de la boxe. Mais ça semble léger quand même pour les monstres de la division. Là, arriver vraiment dans Bon. le top 3, 4, 5, c'est très compliqué. Bah, en fait, t'as le coach de Strickland qui lui conseille de descendre de catégorie. C'est vrai que physiquement, ou alors il faut vraiment qu'il fasse une vraie prépa physique, parce qu'on voit vraiment qu'il est pas, ouais, pas, qu'il manque de puissance, en tout cas pour les derniers quarts. En fait, c'est vraiment ça. Comme on dit souvent, top 15, puis top 10, puis top 5, puis top 3, puis champion. Et ça, on l'a Et le vu, problème, c'est que là, il a pas passé le top 3, quoi. ça, on l'a vu plein de fois. En fait, dans toutes les KT, on a eu des cas comme ça où il y a des mecs très très forts techniquement qui arrivent à 6 jusqu'au top 5, on va dire, Mm. et qui après sont limités par le physique. Tu vois, le premier qui me vient en tête, c'est Demian Maia. Demian Maia, c'est un monstre, mais dès que tu l'as Ouais. mis sur Kamaru Usman, bah, physiquement, c'était infaisable. La barrière était trop grande. Donc, Bah, Kamaru Usman, comment Woodley, enfin, tu sais, tous ces profils-là, en fait, ouais, qui étaient musculeux, forts. C'est marrant que tu ouais, parles de ça parce que tu sais, bon, je vais faire un passage sur RMC la semaine prochaine. On va parler des. Bon, je sais pas si. Bref, non, je sais pas si je dois le dire ou pas. non, le dis pas, le dis pas. Je le dis pas, je laisse la Surprise. surprise. Mais dans voilà, on va. Enfin, donc j'ai regardé Demian Maia, tu vois, pour le sujet, tu vois, et c'est vrai que Demian Maia, c'est un monstre technique, c'est fou en plus cette évolution de l'adaptation qu'il a fait au fur et à mesure de sa carrière.
pour ensuite se faire stopper effectivement par des lutteurs plus puissants, tout simplement. Il s'est fait stopper par un Wizard. Ouais. En fait, c'est le combat contre Kamaru Usman. Ouais. Il s'est fait stopper par un Wizard. Voilà, ce qui a tué son combat, c'est juste ça. Il était incapable de franchir. Ouais. C'est ouf, hein. Donc le physique, ça compte à ce niveau-là. Kamaru Usman, il a dû avoir le pec et l'épaule qu'on dû tirer pendant quelques jours quand même. Après, parce que vu la tension qu'il a mis là, qu'il a tiré, moi j'aurais tapé juste sur la tension musculaire, je te jure. Donc t'as dû se déchirer 2-3 fibres quand même sur ces phases-là. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est exactement ça. C'est que t'arrives à un moment où t'es stoppé par le physique, effectivement. Si on prend un cas franco-français, Tom Duquesnoy aussi, hein, Tom Duquesnoy, qui à l'époque était léger, en fait s'est confronté au physique des combattants américains. Ouais. Dans une KT où lui il cutait déjà énormément pour y aller. Parce qu'il était descendu en 66. Je crois, si je me trompe pas, non, même en dessous. Je me demande même s'il était pas en 61. Non, il était en 61. Je sais plus. Attends, je veux pas dire n'importe quoi, je sais plus. Staman, Taylor, c'est un 61. Taylor, c'est un... Bonne question. Non. 66 ou... Oh, je sais plus. Non, 61. Il a affronté Basharat. Basharat, c'est... Je sais plus. moi aussi, je suis en train de bugger. Nom de Dieu. Oh putain, il y a trop de KT à l'UFC. Attends, je retourne. Je vais te dire ça tout de suite. Attends, j'ai un bug là. Okay. Non, mais je sais, moi aussi j'ai un bug. Tu sais, des fois, putain, des conneries. Attends. Figueiredo, Sangadong, oui, c'est ça, c'est 61. C'est 61 parce que 66 c'est Volkanovski, 61 Petroyan et donc Sangadong, Emanzavi, ouais, c'est ça. Vera, voilà, 61. Donc il était descendu en 61. Ouais, c'est vraiment ça. Donc oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ouais, et malgré ça, lui, il était léger, alors qu'il descendait de KT, tu vois, il était descendu de 2 KT. Et puis finalement, bah, il s'est confronté à un Staman qui était très puissant physiquement, et puis d'autres. Et ça c'était quelque chose qu'il avait mis en lumière déjà à l'époque. Ouais. Tu sais, où c'était une frustration même de voir autant de puissance, tu sais, et de gabarit, alors que lui se saignait pour descendre, quoi. Non, c'est clair. Moi, rares sont ceux qui ont réussi ce truc d'être champion avec un déficit physique. Tu vois, on peut citer Whittaker. Whittaker qui a quand même été champion des 84 alors c'est un petit 84. Tu le vois à côté de Romero, tu vois, il y a une vraie différence physique et pourtant il a réussi. Mais ceux-là, ils sont très rares. Attendons de voir Whittaker en 93. Parce qu'il a dit que le prochain combat, ça serait dans cette KT. Ouais. On verra bien. Après, je pense pas qu'il cherche à devenir champion foncièrement, mais en tout cas, il y va. Donc, victoire par TKO au 3e round. Les deux se donnent beaucoup de respect à la fin du combat. Sean Strickland, il va saluer, il vient le saluer. Donc, bien qu'il y ait eu beaucoup de trash talk entre les deux, hein, notamment avec Tu sais, il y a un gros contraste entre le Strickland micro à la main en conférence de presse et le Strickland dans la cage. Parce que c'est quand même toujours très respectueux. Très, tu sais, il check, il y a pas de... Et tu sens en plus que c'est sincère, il y a pas d'animosité, tu sais, quand il est dans la cage. Oui. Tu sens quand même qu'il y a, alors, non, mais je pense qu'il y a quand même des idées qui sont propres à lui. Voilà. Mais il appuie, qu'ils ont tiré en l'air à la Kalachnikov. Bon, mais ça, dans n'importe quel mariage gitan, ça tire à la Kalachnikov, y a pas de souci. Mais mon copain, au nom du ciel éternel. Mais il appuie vachement sur ce personnage en conférence de presse, Strickland. Il l'appuie vraiment. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais il a donné beaucoup de respect. Il l'a même gardé avec lui pendant l'interview. Tu sais, en mettant en avant le fait que ce soit un bon père de famille. Alors, tu sens que quand même les éléments qu'il met en avant, tu vois, c'est là où je te dis qu'il y a un fond, et toi aussi, c'est ce que tu dis. Tu vois, c'est le bon père de famille, le travailleur, le truc, tu sais, les valeurs, tu vois, j'ai pas envie de me faire encore. Mais je vais pas rentrer trop. Non, mais il a dit, mais tu vois les valeurs qu'il a. J'ai vu la description qu'il a donnée de Hernandez. Il a dit, en fait, c'est tout ce que lui n'est pas. Tu vois, en fait, il a dit qu'il voudrait être ce mec-là. Il a dit, il aimerait être ce mec-là, mais lui, il n'est pas comme ça. Non, mais en tout cas, ouais, bah écoute, moi j'aime bien cette version de Strickland respectueuse. De toute façon, les conférences de presse, je m'en fous, je les regarde pas.
Oui, moi je les regarde quand. Bon, il faut vraiment que j'ai un intérêt pour cette conférence de presse pour que je la regarde. Tu vois ce que je veux dire, que les combattants m'intéressent véritablement. En tout cas, que je sens que ça va m'apporter quelque chose. Tu vois. Sinon, je regarde pas plus que ça non plus. En tout cas, Fluffy lui dit bon les banalités, hein, comme quoi il va revenir plus fort. Voilà, il va retourner au taf. Bon, voilà, ça c'est quand tu sais pas quoi dire, c'est ce que tu dis. Par contre, C'est vraiment... pour le coup, si vraiment il était blessé au genou et qu'il a quand même accepté ce combat, je pense qu'à ce niveau de carrière, c'est une erreur. Oui. Si tu le fais, tu sais, quand tu montes, quand tu es dans ton ascension, là, on parle d'un combat potentiel pour le titre. Tu vois. C'est une demi-finale mondiale parce que c'est ça qui se joue. Hein. C'était à celui qui allait faire le finish le plus impressionnant et maintenant, ça se discute entre Nassour et le vainqueur de ce combat. Mais s'il a accepté ce Ouais. combat parce que la pression, etc., et qu'il s'est dit, il faut absolument que je le fasse parce qu'il a déjà annulé le combat précédent, c'était une erreur. À ce moment de ta carrière, quand tu viens, faut pas. Alors, on sait que tous les combattants sont toujours blessés, mais en tout cas, il y a des blessures que tu ne peux pas te permettre. Si ta stratégie, surtout contre Strickland, c'est de lutter et que tu viens avec un genou défectueux, c'est une grosse erreur. Oui, après, il aura d'autres opportunités. Enfin, tu vois, s'il domine véritablement la catégorie, il aura d'autres opportunités. Il est encore jeune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y aura de quoi faire. Il y aura du temps. Et puis, de toute façon, ouais, tu sais, l'évolution dans cette KT, on en parlera tout à l'heure, mais il y aura du mouvement de toute façon dans cette KT, donc il y aura d'autres opportunités. En tout cas, lui Strickland, il dit qu'il veut Shimaev pour son prochain combat. Il dit j'aimerais taper cette petite SALOPE de Tchétchène. Derrière, en conférence de presse, c'est pareil, il a été censuré, hein, on va pas se mentir. Ils ont coupé son micro. C'est rare qu'on voit ça à l'UFC, mais ils ont coupé le micro. Et donc, on va passer à la deuxième actu, pour le coup. Strickland devant Nassourdine, point d'interrogation. Après sa victoire, justement, contre Anthony Hernandez, il a tout de suite call out Chimaev avec violence, au point d'être censuré, c'est ce que je disais dans la conférence de presse. Continue de courir SALOPE de Tchétchène. Je connais la chanson, tu connais la chanson. Et il y a Ramzat Chimaev qui lui a dit à bientôt petit garçon. Ensuite, bah attends, je lis toutes les déclats et puis après on discutera. T'as Nassourdine qui dit mon rêve, point d'interrogation, apportez-moi ce clown pour la couronne. Donc lui, tu vois, il est toujours dans l'idée que peut-être Shimaev va monter de catégorie, donc qu'il y aurait un fight entre lui et Strickland derrière. Strickland sort de... Alors attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui dit ça? Oui, c'est toujours Nassourdine qui parle. Strickland sort d'une défaite contre Dricus du Plessis, puis il bat Hernandez, dont la meilleure victoire était Dolidze, que j'ai déjà battu 4 ans plus tôt. Et ce gars aurait le privilège d'aller pour la ceinture après une seule victoire. Pour moi, ça n'a aucun sens. J'ai une série de 5 victoires contre des top 10, 2 top 5. Ça, c'est ce qu'il y a à chaque fois en moins de 18 mois. Personne n'a fait ça auparavant. Donc, je sais que mon prochain combat devrait être pour le titre, rien d'autre. À la fin, ça reste du sport. Bien sûr, il y a du divertissement autour, mais ça reste du sport. C'est pas parce qu'un gars a une grande bouche qu'il peut sauter les étapes. Il peut y croire. Ça peut être vrai, mais c'est pas sûr. Parce qu'honnêtement, là, l'UFC fait un peu ce qu'il veut en ce moment et c'est un peu compliqué quand même, cette histoire. Je suis pas si confiant que ça, moi, personnellement, sur le fait que Nassourdine ait gagné le droit, tu sais, sans souci que le combat se fasse entre les deux. Voilà, moi, je reste assez confiant quand même. Je pense que, tu sais, on en parle souvent. C'est vrai qu'il y a des choix des fois qui sont douteux d'un point de vue sportif, mais à la finalité, ils finissent quand même toujours par retrouver ce côté sportif. Je pense qu'ils l'ont assez fait patienter. La montée de Ramzat, Dana, il a dit qu'il était pas pour. Ben, on en parlera juste après, ouais, vas-y. Donc, s'il doit défendre, moi, je crois à ce combat. Je crois à Nassour. Je pense que Nassour passe avant. S'il y a pas de montée de Chimaev, finalement, la meilleure des choses, ça serait une montée de Chimaev pour avoir cette, parce que là, il y a plus de doute possible. S'il y a une ceinture vacante, c'est Strickland contre Nassourdine. Mais non, moi, je crois que Nassourdine, il va passer avant.
Alors Dana White, vu que tu l'as dit, bon bah voilà, il dit j'aimerais le voir défendre son titre avant qu'on parle de changer de catégorie. Tu vas continuer à monter de catégorie sans défendre ton titre? Non. Je veux le voir défendre son titre. Donc il est très clair là-dessus. Même si c'est plus lui, il dit que c'est plus lui qui a son mot à dire sur les match-up et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il veut qu'il y ait au moins une défense avant de parler, de venir et de monter. En sachant que là, visiblement, il est blessé, Shimaev. Donc il peut pas combattre tout de suite. Écoute, je sais pas. Je sais pas parce que oui, dans la logique des choses, effectivement, Nassourdine, il doit passer devant. Oui, il a fait des beaux finishes. Oui, c'est bien installé. Mais on est dans une culture de l'instant. On sait que Strickland, il va faire un forcing fou sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans le trash talk, dans tout ce que tu veux pour que ce combat puisse se faire. Là, on a vu, il y a Julien Casier qui m'a envoyé l'affiche et on en a parlé tout à l'heure de Strickland que Strickland a posté où tu le vois face à Khamzat Chimaev et à une chèvre. Donc parce que si voilà il le tacle beaucoup sur son amour des chèvres, enfin en tout cas qu'il lui imagine entre guillemets. Et donc effectivement c'est là où ça devient compliqué parce que en fait il y en a un qui va pas faire de bruit, en tout cas qui va pas trash talker Chimaev. Tu vois, Nassourdine, il va pas trash talker Chimaev. Ça aurait été un autre combattant, tu vois, qui serait devant, qui serait premier. J'aurais été un peu plus confiant pour la simple et bonne raison que il aurait pu essayer sur les réseaux, tu sais, de créer de l'engouement autour du fight. Non, mais en plus, l'un comme l'autre, en fait. Ça veut dire que même Shimaev, si le combat contre Nassour se fait, ça sera dans le respect les deux. Parce que même région du monde, parce que il y a ce truc, tu vois. Donc oui, il y aura pas de trash talk. Ça, c'est sûr. Par contre, l'autre côté, et s'il faut choisir, c'est vrai que Shimaev, lui, va demander Strickland. En fait, il l'a dit lui-même. Hein. Il a dit qu'il a été champion et que ce qu'il voulait, c'était la moula. Il veut l'argent. Donc, s'il veut l'argent, il n'y a pas de secret. L'argent, il sera du côté de Strickland. Ça, je suis pas convaincu, puisque maintenant, on n'est plus sur des deals pay-per-view, donc il n'y a pas vraiment de différence. Ah, je sais pas, je pense que, tu sais, je pense pas qu'il y ait une grille avec un montant par combat. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fonction de ce que potentiellement tu peux rapporter, en tout cas de l'engouement que tu peux y avoir autour d'un fight, je pense que tu peux négocier plus ou moins l'argent que tu auras. C'était le cas avant. T'imagines, tu serais encore plus perdant aujourd'hui. Déjà qu'à l'époque des pay-per-view, tu négociais hors pay-per-view déjà. Alors, tu négociais ton point de pay-per-view déjà de base, mais tu négociais aussi ton salaire. Tu sais, t'avais le million assuré, mais plus ou moins le million. Tu vois, il y en avait qui gagnaient des 2-3 millions avant même de parler de pay-per-view. Donc je pense que là, avec la Paramount, je pense qu'il y aurait, je pense qu'il y a des négociations qui se font, et plus il y a de l'engouement autour d'un fight, et plus tu peux négocier, c'est serré, tu vois. Ouais, mais je pense qu'au niveau de célébrité qu'il a, Shimaev, quoi qu'il se passe, il prend un bon salaire. Peu importe qui l'affronte. Même une chèvre. Selon Strickland, il veut pas l'affronter. Donc ouais, non, mais de toute façon, ça on va le savoir très rapidement. Je pense que passer le Ramadan, tu m'as dit les blessés on sait c'est quoi la nature de sa blessure? Je sais pas. Je sais pas. Avec lui, on peut pas savoir. Tu sais, il y a toujours des blessures. C'est vrai que c'est très compliqué, Shimaev. En fait, ils ont proposé 2 dates et il a refusé les 2 dates. Mais regarde, le truc qu'il y a, c'est que aussi, est-ce qu'il y a véritablement blessure ou est-ce qu'il y a pression? Tu sais, est-ce qu'il y a négociation, pression, jeu de pouvoir pour savoir si oui ou non on le laisse monter ou pas? Il y a ça aussi, hein. Ouais. Tu sais, s'ils s'entendent si bien que ça, je sais pas s'ils s'entendent très bien. Je dis ça, j'ai aucune certitude là-dessus. Mais en tout cas, si ils s'entendent sur une idée avec Nassourdine, même sans parler de s'entendre eux, mais sur une idée qui est ok, je monte, je fais tout pour monter, je veux monter, et on est gagnant-gagnant, parce qu'on s'affronte pas, parce que dans le fond, ils veulent s'affronter, oui et non, ils veulent pas vraiment s'affronter. Oui, je suis d'accord. Ils ont pas le choix de s'affronter. Donc, on veut pas s'affronter, je monte de catégorie, toi tu prends ta revanche contre Strickland, et on est gagnant dans tous les sens. Ouais, c'est parfait. Maintenant, pour ça, en fait, je pense qu'ils sont dépendants de Pereira. Parce que tout part de lui. Si Pereira monte, c'est là où Shimaev peut monter, à mon avis. Hein. Parce que ça fera, il y a une star qui quitte, parce qu'il y a qu'une star en light heavyweight, c'est Pereira. S'il part, tu mets Shimaev, il y a une nouvelle star.
Alors que quelle transition. parce que Pereira, il veut pas affronter Shimaev. Et il a raison de toute façon. Si t'es si tu prends du recul sur le truc, il a aucun intérêt à affronter Shimaev. Stylistiquement, c'est le pire match pour lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord et tu me fais une transition de fou puisque Dana White il est ouvert à la montée de Pereira puisqu'il dit quel que soit le projet de Pereira, nous l'accompagnerons. C'est l'un des gars qui se présentent toujours et font tout ce que nous avons besoin. Quoi que ce type veuille faire, nous travaillerons avec lui. Donc pour le coup et puis t'as Cyril Gane qui a expliqué qu'il était de retour à Dubaï, qui monte en intensité et il faut qu'on reste prêt pour l'appel. Donc ça veut dire que potentiellement, tu vois, il y a un fight qui se dessine et ça sera pas contre Aspinal, puisqu'on sait très bien que Aspinal, voilà. Toi, tu nous confirmes que de toute façon, il est bien en camp puisque t'as un de tes élèves qui fait partie de ce camp là-bas. Ouais. Donc voilà. Juste avant de passer sur Pereira, pour finir avec Shimaev, est-ce que le combat quand même Shimaev Strickland te hype pas un peu quand même? Ah mais complètement. Ouais, il me pose plein de questions. Les deux, de toute façon, les deux m'intéressent. Honnêtement, si tu me donnes le choix, moi je veux le voir défendre contre les deux. Alors bon, ça voudrait dire qu'il aurait gagné contre le premier. Allez, en fait, qui commence par Strickland, il bat Strickland et après il prend Nassour et il perd. Mais parce que les deux ont un style chiant pour lui. En tout cas, ils ont des trucs à proposer et des trucs différents. Ouais. Même si sur le papier, je te dis honnêtement, même sans analyse, je le mets favori contre les deux actuellement. Ouais, mais tu vois, alors sans analyse, je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça après avec l'analyse ça peut changer. Hein. Mais je le vois peut-être plus compliqué face à un Strickland que face à un Nassourdine. Je sais pas, comme ça de prime abord. Nassourdine, il a plein de qualités, mais je sais pas s'il serait capable de stopper la lutte de Shimaev. Mais de toute façon, ça c'est pas une question. Je pense que personne n'est capable de stopper la lutte de Shimaev. Si tu penses à stopper la lutte de Shimaev, t'as déjà perdu. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est justement quand je parle de stopper, je parle dans tous les aspects de stopper la lutte. C'est-à-dire, est-ce que c'est stoppé par la boxe parce que t'as pas réussi à faire en sorte que la personne s'installe suffisamment pour pouvoir lutter, ou est-ce que c'est parce que dans un deuxième temps, quand je dis stopper la lutte, c'est plutôt, en tout cas, minimiser son impact. Pour moi, quand tu vas affronter Shimaev, il faut te mettre en tête que tu vas passer au moins 2 rounds et demi, voire 3 rounds sur le dos. Ouais. Voilà. Et en fait, il faut survivre à ça. On sait que son énergie elle diminue à partir de là et que tu peux faire la différence. Les deux ont énormément de cardio, que ce soit Nassour et Strickland, c'est des bêtes de cardio et je trouve que Nassour il conserve quand même son impact et sa vitesse malgré les rounds sur son anglaise et Strickland lui il a son rythme constant sur tous les rounds. Donc en fait les deux ont des choses à faire qui peuvent être intéressantes. Ouais, même si je pense que des deux, celui qui fatiguerait le moins, entre guillemets, ça reste Strickland. Comme ça, hein, juste avec le recul. Mais je suis pas certain. Je suis pas certain. C'est un ressenti, hein. Je pense il faudrait que je l'analyse, là. C'est vraiment de la spéculation. Strickland, on a habitué à le voir pas fatigué aussi, parce que Strickland, il est sur son rythme à lui, tout le temps, quasiment. Ouais, c'est un rythme qui, finalement, est assez lent, le rythme de Strickland. Ouais. Si tu lui mets le feu dès le premier round, tu plonges dans ses jambes, tu le forces à défendre la lutte pendant un round, 2 rounds, je suis pas sûr qu'il soit aussi frais. Alors que Nassour, on l'a vu dans ces situations, puisque en fait, ça a été le cas de toute sa carrière. Tu sais, des mecs qui essayent de l'amener au sol, qui le font lutter, qui le font tétaniser les bras, etc. Et pour autant, on sait qu'il conserve sa vitesse et sa puissance jusqu'à la fin. Ouais, tu le sens quand même fatigué à la fin, quand même. Non, le rythme diminue. Le rythme de Nassour, il y a moins de débit, mais sur les explosions, sa vitesse reste la même. Et c'est ça d'ailleurs qui est impressionnant. Mais tu penses que Strickland, on n'a pas essayé de l'amener au sol aussi toute sa carrière? Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une meilleure défense globale, et quand je parle de défense, c'est proactive et réactive, du côté de Strickland.
Ouais, c'est possible. Après, je pense que Strickland est plus puissant. Je pense qu'il y a un gabarit d'écart entre les deux. Encore, même si Nassour a pris du volume là, déjà il y a une différence entre le Nassour d'avant et celui-là. Mais même malgré ça, je pense quand même que Strickland, en termes de physique, c'est encore au-dessus. Ouais. Je sais pas. En tout cas, comme ça. Alors, ça a fait complètement contraste avec ce que je disais dans l'analyse. Hein. Il y en a qui vont me le dire en commentaire. Je le sais très bien. Je voyais Fluffy l'amener au sol et là, je me dis, je vois pas Shimaev. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que une fois que Fluffy est passé par là, tu vois, ça me conforte. Parce que, en fait, jusqu'au combat contre Fluffy, je crois que j'ai été pris dans la hype Fluffy. Tu vois, c'est rare, assez rare pour le dire, mais je crois que j'ai été pris dans sa hype et c'est juste ça. Pour plein de raisons. Parce que je le suis depuis qu'il a étranglé, tu sais, Rodolfo, et que voilà. Mais surtout, si vous reprenez par contre toutes mes autres analyses et toutes nos autres analyses, j'ai toujours dit à quel point je trouvais que Strickland savait très très bien défendre la lutte, savait très très bien se relever, savait très très bien défendre les soumissions, très très bien défendre les étranglements arrière, il savait très bien s'installer. Et en fait, je vois pas pourquoi je reviendrais là-dessus. Et en fait, je pense qu'il a la capacité de... Tu peux revenir là-dessus parce que c'est un animal à part quand même, Shimaev. Franchement, en lutte, on l'a vu et tu vois comment il balance DDP alors que DDP on le mettait comme le taureau de la KT, le mec le plus puissant. Tu sais, il y avait cette question de est-ce qu'il va réussir à faire ça avec lui. Non, il va le jeter en l'air. Il va jeter toute la KT en l'air. La question c'est qui va survivre une fois au sol. Ben c'est ça. Et je pense que Strickland, en fait, pourquoi je suis plus confiant côté Strickland que Nassourdine, c'est que Nassourdine, je pense qu'il a plus de variété technique. Mais donc, comme il a plus de variété technique, il met plus de choses en place, et donc c'est plus facile d'exploiter une chose. Là où Strickland, lui, c'est très tac, 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 tac. Tu vois, c'est je viens, je suis à la cage, j'enlève les bras, ou alors je tiens les bras, je me relève, tac. Tu vois, c'est vraiment très codifié. Et quand c'est codifié, des fois, juste avoir un chemin ou deux très simples, très basiques, sont plus efficaces que d'essayer de travailler sur des sorties, tu vois, d'avoir un peu plus de rondeur, tu vois, et un peu plus de variété. Des fois, juste d'être, tu vois, schéma, procédure, paf, paf, paf. Strickland, c'est schéma, procédure. Debout, en lutte, au sol. Le truc qui m'intéresse vraiment dans ce combat, c'est de voir le chemin que vont choisir les coachs. Parce que les deux coachs sont des monstres, que ce soit Nick Sick ou Nicolas Haute. Stratégiquement, c'est toujours très très fort. Donc, voir ces oppositions pour voir les chemins de défense qu'ils choisissent, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, je suis d'accord. En sachant que qu'en plus, enfin, tu vois, il vient d'Extrême Couture, quoi. Donc la lutte Extrême Couture, on sait que bon, c'est pas là où t'auras le plus de difficultés à trouver des sparring en lutte, quoi. Après, c'est peut-être pas la même. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Kamaru, il a eu des sparring en lutte toute sa vie. Hein. Et pourtant, il a volé. Ouais, il a volé, mais... Non, il a volé. Il a défendu. Il a survécu. Non, il a défendu. Il a survécu. Mais tu mets 5 rounds et je suis pas sûr que Shimaev il survive. Ouais, mais et là, ça se passera sur 5 rounds. Mais c'est en 3 rounds. Donc après, la gestion, c'est pas la même. C'est pour ça. Mais c'est intéressant, cette KT. Il faut qu'il défende. Franchement, je suis indécis parce que je veux qu'il défende, parce que ces combats m'intéressent. D'un autre côté, si on veut voir une ceinture française, je me dis qu'il y a plus de chances qu'on la voit si Nassour il prend Strickland. C'est ça. Et tu vois, toi-même, quand même, au final, tu sens que c'est quand même compliqué. Ah, mais je dis pas le contraire. Mais je te dis, Shimaev, pour moi, il est favori contre les deux. Ouais. Écoute, à voir. En tout cas, pour revenir à Powhatan, pour revenir à sa montée, il y a quand même beaucoup de voyants qui sont au vert. Donc on a dit, Dana White, il est ouvert à l'accompagner dans cette montée. On a Cyril Gane qui est reparti à l'entraînement intensif. On a Daniel Cormier qui dit le plus souvent. Alors là, il parle déjà de l'accident, c'est des doigts dans l'œil. Tu sais, c'est ça. Pourquoi j'ai sorti cette déclaration? Parce qu'à la base, Daniel Cormier, il était très dur envers Cyril Gane. Ouais. Tu sais, il a été très dur. Et on sait que Daniel Cormier donne aussi les tendances de l'UFC. Tu vois, on le sait, on le voit au fur et à mesure de ses sorties, on sait que des fois il donne des petites tendances et puis voilà. Donc il reparle du high poke. Il dit le plus souvent piquer quelqu'un dans l'œil est un accident. Il se passe des choses dans l'octogone et tout va tellement vite, n'est-ce pas?
J'étais plutôt enclin de croire que c'était un accident. Thomas Spinal n'y croit pas. Il est persuadé, sans l'ombre d'un doute, que Cyril Gane lui a piqué l'œil intentionnellement. Je n'y crois pas non plus. Quoi qu'il en soit, volontairement ou accidentellement, il en subira des séquelles à long terme. Mais combien de temps, et c'est là où ça devient intéressant, mais combien de temps l'UFC va-t-elle encore attendre? Josh se trompe. Je ne crois pas que la demande ait été formulée. Si l'UFC le souhaitait, elle pourra organiser un combat pour le titre intérimaire en attendant que le champion soit libre. Tom Aspinall a combattu l'an dernier. Combien de temps vont-ils attendre avant de voir un combat pour le titre intérimaire ou un peu de changement dans cette catégorie? Tu vois. Poatan, il s'est filmé. Il est à 110 kilos. Bon, c'est pas la première fois qu'il se filme à ce point-là, on va pas se mentir, hein, et puis il n'était pas monté jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc, cette question, elle est légitime. Combien de temps? Donc déjà là, deux blocs. Premier bloc, bon, allez, il l'a pas fait exprès. Donc s'il a une chance pour le titre, faut pas oublier que c'était pas de sa faute. Deuxième bloc, on va attendre combien de temps? Cette KT, ça fait trop longtemps qu'elle est bloquée, il faut qu'elle avance. Et français ou pas français, en fait, juste c'est une réalité. Cette KT, il faut qu'elle avance. Elle est morte depuis trop longtemps. Il n'y a pas de champion véritable qui défend. Il y a toujours un problème. Elle est maudite cette KT. Ouais. Donc il faut sortir. En fait, il faut débloquer les choses. Si le fait d'organiser un titre intérimaire, ça a deux aspects. Soit Thomas Spinal vraiment sa carrière, elle est compliquée, elle est mise entre parenthèses pendant très longtemps, et dans ce cas-là, alors soit on défend le titre intérimaire, ou alors il rend sa ceinture vacante, à terme, parce qu'il y aurait quelqu'un à qui la rendre. Soit, il y a un peu de mytho dans cette histoire. Et il revient. Dans ce cas-là, il est piqué au bif et il revient. Ouais. Voilà. Mais il faut lancer les choses. Parce que tant qu'on est dans ce truc-là, Thomas Spinal, il a pas d'intérêt à revenir. C'est bizarre parce que moi je pense que si le combat se fait entre Poatan et Gane et que Poatan gagne, bah il va revenir plus vite que prévu, Tom. Je sais pas, c'est mon ressenti. C'est un miracle. Il va aller voir un prêtre, il va lui poser la main sur le front. Il va aller dans un camp de mormons, frérot. Il va arriver clac. Allez, in nomine patri et fili. J'ai retrouvé la vue. J'ai retrouvé la vue, c'est un miracle. Tu vas le voir à Lourdes. Il va allumer son cierge. Excusez-moi, j'en voyais 3 au début, j'en vois plus qu'un. C'est un miracle. Non mais ouais. Comme tu dis, il faut que la KTL avance. On l'a déjà dit, de toute façon, le seul combat qui a du sens si Poatan monte, c'est même pas au-delà d'être chauvin. Hein. Le seul combat qui a du sens, c'est contre Cyril Gane. Parce que en termes comment dire, de style, en termes de même d'athlétisme, tu vois, le seul vrai poids lourd finalement qui est classé numéro 1 depuis bien longtemps maintenant, c'est Cyril Gane en fait. Tu vois quand même que le niveau des autres poids lourds, c'est il y a un gap encore, un énorme gap. Ça se joue entre les deux vrais poids lourds, c'est Thomas Spinal et Cyril Gane. Là, il en reste qu'un. Ouais. Donc Pereira, il veut un gros fight, et même au-delà de ça, ça veut dire qu'il prendrait le mec le plus fort des poids lourds, mais aussi paradoxalement, stylistiquement, le combat le plus accessible. Tu vois, parce que avec Gane. Ouais, parce que le style fait que c'est là où il a le plus de chances de l'emporter, parce que franchement, tu lui mets un Curtis Blaze, je pense qu'il se fait terminer, Pereira. Alors que si tu regardes Skills pour Skills, il est plus fort. Ah ouais, c'est vrai qu'il a peur des mecs qui frappent fort. C'est vrai qu'il a ce truc des mecs qui frappent fort. Moi, tu sais quoi? Je pense sincèrement que on va avoir, s'ils s'affrontent les deux, moi je le dis et je le répète et j'ai hâte d'avoir cette certitude, et c'est pour ça que j'aimerais bien ce combat se fasse. C'est que je suis pas sûr que ça se fasse qu'en striking. Je pense qu'il va l'emmener en eau profonde au sol. Il va l'amener au sol. En eau profonde, là, tu vas loin. En eau profonde. Ah, on parle de Cyril Gane, hein, on parle pas de Almeida. Je parle pas du fait qu'il va lui faire la misère et que oui, non, eau profonde. Attends, je reviens sur eau profonde. Pereira a affronté des bien meilleurs grappleurs que Cyril Gane.
Donc je pense qu'en termes de grappe, c'est pas Cyril qui va dominer s'il y a des phases de grappe. Écoute, ça s'est pas passé en lourd. Là, t'as quand même un mec qui fait 115, 116 kilos naturel, pas quelqu'un qui arrive à 110 kilos parce qu'il a bien mangé de la feijoade. Hein. C'est un mec qui est athlétique à 115 kilos, qui va lui rentrer dedans comme un train. Et puis attends. Mais même sans parler de rentrer dedans comme un train. On l'a vu amener au sol, Cyril Gane, des combattants de très bon niveau à ce niveau-là. Tu vois, il a un bon single leg. Je ne parle pas de lutte. Hein. Je retire au profond. Bien sûr. Je retire au profond. Je retire le mot au profond. Mais je pense que, sans parler de soumission ou quoi que ce soit, à moins qu'il nous fasse une dinguerie d'essayer encore d'attaquer une clé de talon, mais ça c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il peut s'installer, envoyer un joli grand endpoint bien puissant comme il faut, tu vois. Je sais pas. Franchement, moi, Pereira, tu sais, c'est pareil. C'est son style au sol, il a l'air hyper raide. Enfin, il est hyper raide. Ça a l'air dégueulasse, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a trouvé de solution avec lui au sol, tu vois. Il sait où mettre les mains, il sait comment bloquer les frappes, il sait. En fait, il sait gérer. Il a un style qui est pas beau à voir, mais il sait gérer. Et puis attends, parce que tu me dis, il a vu des lutteurs de fous qui ont essayé de l'amener au sol. Non, j'ai pas dit des lutteurs de fous. J'ai dit il a affronté des mecs plus forts au sol. Bon. Tu vois, ne serait-ce que Blachowicz. D'accord. Blachowicz, on sait à quel point déjà ça a été tendu le fight entre les deux. Ouais, mais il y a du progrès. Il y a eu du progrès depuis Blachowicz, Pereira. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Et énormément mais d'ailleurs. On l'a vu même sur les vidéos d'entraînement, etc. Tu vois qu'il bosse quand même la partie sol énormément. On l'a vu se faire amener au sol par Adesanya quand même. Hein. Rappelons-nous de quand même. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais regarde, quand tu regardes, on a. Alors c'est vrai qu'avant ça, Bruno Silva, je sais plus. Voilà, mais après, Israël Adesanya, enfin Sean Strickland, Israël Adesanya, 2 fois. Blachowicz, Jiri Prochaska. Alors Jiri Prochaska, bon, il se débrouille en lutte et tout ça, mais c'est pas non plus un lutteur d'élite. Jamal Hill, Prochaska, Rountree, Magomed Ankalaev. Je parle du sol. Je parle pas de la lutte. Parce que oui, il peut l'amener. Tu vois, je pense pas que Gane soit meilleur au sol que Prochaska. Non, mais je pense pas qu'il soit moins bon non plus. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il va pas lui rouler dessus. Attention. Il y a un truc, c'est une supputation. On va repartir, c'est le podcast des supputations. Ça fait des mois et des mois et des mois et voire même peut-être un peu plus, qui s'entraînent quand même avec des Issam Rida, tu vois, avec des mecs qui ont fait des podiums, qui sont champions du monde FILA en grappling, avec enfin tu vois, avec des lutteurs au Bahreïn, avec Rugrog. Là il est avec Rugrog là. Avec Rugrog, tu vois, ça fait des mois qu'ils s'entraînent avec des profils spécifiques qui le font travailler sa lutte, qui lui font travailler son sol. Et on sait que Cyril Gane, il fait partie de ces gens-là qui ont une faculté à devenir bon. Quand les mecs travaillent un peu, ils deviennent bons, peu importe la discipline. Si c'est là où avant il travaillait sur des trucs un peu à la volée, va comme je te pousse et tout ça, si c'est vraiment mis à travailler techniquement sur des concepts simples mais très efficaces, ça peut être une autre histoire, parce que je pense qu'en termes de rapport de force, on parle de combat chez les poids lourds. Ouais, non, c'est pas la même chose. Sur ça, je suis d'accord. Mais tu sais, là, on élargit le spectre au max, alors que il va lui rouler dessus debout de toute façon. Oui, déjà de toute façon. J'en suis persuadé aussi. J'ai même sur là, pour le coup, sans analyse, j'ai presque pas de doute. Tu sais, je mets les deux face à face dans la cage, leur style. Je me dis, je vois pas comment Poatan il peut rivaliser debout. Allez, si, il y aura toujours ce truc de un crochet. Ou alors si vraiment il arrive à neutraliser ta jambe, et encore, il y a trop de gestion par rapport au kick de Cyril Gane, tu vois, c'est des choses qu'il maîtrise parfaitement. Donc tu vas neutraliser une jambe, il lui reste une deuxième, hein. Il change de garde quand il veut, il fait ce qu'il veut, il se déplace comme il veut, il explose, il rentre, enfin. Puis je pense vraiment, je pense en plus qu'il va mixer. Mais parce qu'il le fait toujours, hein. En fait, on oublie qu'il mixe, mais il mixe toujours. Dans tous ses fights contre Volkov, il a mixé. Dans le premier, il a mixé. Il allait chercher le single leg. Dans le deuxième, il a amené Volkov au sol tout le temps. Alors Volkov, c'est pas le mec qui défend le mieux la lutte, mais il l'a amené systématiquement.
Contre qui il a combattu encore là récemment à part Volkov. Putain, attends, je vais retourner là. Cyril Gann, parce qu'après comme il combat plus. Gann. Merde. Attends. Après Volkov, c'était pas Aspinall. Bah si, je pense que c'était Aspinall après, juste après. Non mais je reprends un peu les fights. Attends. Si, Volkov après c'était Aspinall. Mais contre Pavlovich, contre Spivak, pardon. Spivak il l'a amené au sol aussi. Tu vois, il est venu lutter avec lui. Ou il l'a défendu, mais en tout cas il a défendu toutes les amener. Ouais. Ouais, il l'a défendu, mais il est passé dans le dos et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même de la progression. Ngannou il l'a amené au sol aussi. Il y a eu les deux qui ont amené l'un et l'autre au sol, mais il a quand même lutté avec lui. Il y a quand même, tu vois, enfin sur tous les fights, il y a quand même eu de la lutte. Ouais. Il y a quand même eu de la lutte et il le fait très très bien. On se rappelle de Rosenstruck, c'était en mode box time et comme il l'a jeté en l'air aussi, tu vois. Mais le débat il est pas sur la lutte, hein. Il lutte clairement mieux que Poatan, il n'y a pas de doute là-dessus. Il va l'amener au sol. Il peut l'amener au sol. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, même sur la boxe, s'il y avait, si jamais il y avait des moments un peu chauds, de toute façon, il va mixer. C'est-à-dire que en plus de ça, parce que non, en fait, c'est parce que tu parlais de la boxe. C'est que même sans parler de boxe pure, tu vois, sa boxe, comme il mixe, et ben en plus de ça, il aura cette faculté à imposer encore plus sa boxe parce qu'il y aura cette crainte aussi d'aller mixer. C'était dans ce sens-là en fait que je parlais de ça. Ouais, oui. Après, d'un autre côté, faut pas enterrer le Monsieur Poatan, qui en a vu d'autres, qui a fait du striking toute sa vie et qui a affronté toutes sortes de styles différents au cours de sa carrière en termes de striking pur. Donc des solutions, il doit en avoir, tu vois, dans sa botte. C'est sûr qu'il y a des solutions, il y a des adaptations aussi de son côté. En fait, c'est des trucs plus subtils parce que il n'a pas un style volubile. T'as l'impression qu'il fait toujours la même chose et pourtant, il y a des micros-adaptations selon les adversaires, des coups que t'envoies différemment, etc. Et tout ça, il le voit, il a l'expérience pour le faire. Donc c'est intéressant. Moi, je veux voir ce combat. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Limite, je veux plus, tu sais quoi, j'ai plus d'incertitude sur ce fight-là que du fight contre Aspinall. Je le voyais beaucoup plus facilement Cyril, et tu te souviens d'analyse, je le voyais rouler sur Aspinall. Oui. C'est ce qui commençait à se dessiner. Ah, t'avais raison. Moi, je voyais l'inverse. Alors que là, je vois Cyril gagne et ça se trouve, ça sera l'inverse. Putain. Là, non, moi, je vois que c'est serré. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'il va mixer et je pense qu'il va l'emmener au sol. Tu vois, moi, je vois plus un chemin et je le dis depuis le début, hein. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait ce combat pour qu'on ait une réponse, s'il vous plaît. Mais je vois plus justement montrer que qu'il est capable de gagner son combat et qu'il a fait des progrès justement sur envoyer un message à tout le monde en train de dire attendez, je ne suis plus qu'un striker. Et qui de mieux qu'un Pereira pour montrer ça, quoi. C'est vrai. Donc à voir. Mais bon, dites-nous en commentaire si jamais vous voulez voir ce fight, si vous préférez avoir un retour d'Aspinal ou si vous préférez avoir la montée de Pereira. Donc et puis même sur Shimaev, dites-nous si vous préférez le voir défendre ou si vous voulez le voir monter. Ça c'est moi personnellement le voir monter, en fait les profils sont tellement pas ouf que je me dis ouais, OK, c'est pour montrer qu'il est capable de prendre une deuxième ceinture ouais. Il va la prendre. Troisième KT, il va la prendre la deuxième ceinture. Mais dites-nous, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est stylistiquement, là, je parle pas des préférences, parce qu'on est d'accord que 99% d'entre nous veulent voir Nassour passer devant. Mais en termes de compétences de combattant, qui vous préférez le voir défendre? Strickland quel combat vous hype le plus? Du chauvinisme. Voilà. C'est ça. Sorti du chauvinisme, vous préférez quel fighter face à Shimaev. Effectivement. Dernière info, Pimblet qui call out BSD. Donc il l'a mauvaise, notre anglais. Le roast beef. Tu sais, le mec. Ouais, désolé, un peu de racisme, ça fait du bien. Donc c'est pas du racisme contre les Anglais. Non, c'est vrai. On a un passé. Donc il l'a mauvaise parce qu'il lui est passé juste devant au classement et il dit ça me fait chier que Benoît Saint-Denis me passe devant en battant cette merde de Dan Hooker. Une phrase, deux insultes, trois problèmes. Et Benoît Saint-Denis serait un super combat à faire, deux des plus grands moins de 70 européens qui s'affrontent.
Alors, Il est intelligent. moi, alors c'est intelligent de faire ça parce qu'effectivement, c'est un bon combat de reprise parce qu'il y a une hype autour de BSD. Mais en même temps, il y a une hype toujours autour de Paddy Pimblett. Ouais, mais franchement, attends. Quand tu regardes le top, là, tous les mecs qui sont devant BSD, de toute façon, il y a une hype sur tout le monde. Là, maintenant, t'es dans des combats que de stars. Que tu prennes Paddy, que tu prennes Holloway, que tu prennes Oliveira, que tu prennes peu importe, c'est un combat de malade mental. Ouais. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester dans l'attente. Tu vois, ne pas forcément rentrer dans le jeu du trash talk pour l'instant. Laisser les combats qui doivent se faire. C'est-à-dire la BMF, là. Parce que finalement, c'est de Oui. ça qu'on parlait pour Benoît. C'est de voir qui gagne la BMF pour voir ce qu'il est possible de faire derrière. Laissons passer ce combat, on voit ce qui se passe, et après on se positionne sur est-ce que je peux me caler sur le vainqueur de la BMF ou sur le perdant même, parce que dans tous les cas ce sera un match de fou. Ou alors, si c'est pas possible et que ton manager il voit que c'est pas possible, là tu peux rentrer dans le jeu de Paddy parce que oui, comme tu l'as dit, c'est un bon combat pour te donner encore plus de star power. C'est ça. Encore plus C'est sur le ça. lieu où tu Puis vas moi, le j'ai une faire, parce que curiosité. tu le fais en France ou tu le fais en Angleterre, et là c'est main event et c'est Franchement, tu le fais à Paris, c'est incroyable. C'est ça. C'est ben, le plus logique, ça serait qu'il se fasse à Paris parce que l'UFC Londres, ça y est, enfin, tu vois, c'est bouclé. Enfin, ça se fera pas là. Il y en aura pas d'autres Paris, après. ça Donc serait la prochaine incroyable. échéance, ça sera à Paris. Main event de l'UFC Paris avec Benoît Sané contre Paddy Pimblett. Là, tu as un public de folie. Ça se bat et dans les gradins et dans la cage. Bah là, t'as le Parce main que event, le plus grand main event qu'on ait eu en France. ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis ça me titille de savoir lequel a le meilleur sol. Enfin, imposera son sol. Moi Pas aussi, le meilleur sol, mais lequel imposera son sol. ce Parce que ça combat, il ira m'intéresse. forcément au sol. Ce combat, il m'intéresse. C'est Benoît qui va l'amener. C'est pas Paddy qui va l'amener. Non, Donc c'est Benoît, il Benoît va qui va l'amener l'amener. de la même manière que d'habitude, mais comment après Paddy va gérer une fois sur le dos. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ah ouais. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Ah ouais, ça m'intéresse grave. Mais oui, après, effectivement, si t'as la possibilité de voir vers l'avant, que ça soit effectivement le vainqueur ou le perdant de Charles Oliveira contre Max Holloway, ou que ça soit Arman Tsarukyan, Bah oui, parce que à voir. en termes de star power, de toute façon, comme je te dis, c'est tous des immenses stars. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est très, très, très Ça devient intéressant. sérieux hein, pour Benoît. Hein. Je rappelle que l'année dernière, on le mettait quasiment à la retraite. C'était sur l'année 2025 ou 2024? Non, Ouais, ouais, 2024. ouais. Sur l'année 2024, on le mettait quasiment à la retraite. Et là, vraiment, ah ouais, ça c'est un vrai retour. Hein. Il a fait un vrai retour. Changement de camp. Des fois, ça a du bon. Pas Changement de camp. toujours, mais des fois, ça a du bon. Ouais. Non, non, c'est très fort. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez qu'il attende ou est-ce que vous préférez le voir contre Paddy Si Pimblett? t'as le choix, tiens, Pardon. t'as le choix, tu choisis quel adversaire pour lui. Là, en tant que spectateur, contre qui tu veux le voir. En dehors du fait de calcul de carrière? Ouais, on s'en fout. Contre qui tu veux le voir là dans le top 5. Ah bah dans le top 5, ça retire Paddy, déjà. Avec Paddy, puisqu'il y a le call-out. Donc, bah j'hésite en fait. Très clairement entre Tsarukyan. J'aimerais bien le voir contre Tsarukyan, voir ce que ça donne. En fait, dans les deux cas, c'est soit Tsarukyan, soit Pimblett. Parce que j'ai un goût amer de ce qui s'est passé contre Moïcano. C'est sur la partie sol. Et en fait, j'aimerais le voir remettre les choses au clair sur un adversaire qui lui apporte justement cette dimension là, tu vois. Ouais. Bah moi, c'est plus Tsaroukian. Si je dois en choisir un, c'est Tsaroukian qui m'intéresse. Parce que justement, Tsaroukian, il y aura du répondant en lutte. Je pense même que c'est lui potentiellement qui va l'emmener. Mm. Et surtout, on va voir l'évolution de Benoît parce que on a vu que Moïcano avait fait sauter sa garde papillon et que c'est sa plus grosse force. Et Tsaroukian, il le fait à la perfection, ça. Donc s'il n'y a pas Ouais. d'adaptation de jeu sur ça, c'est mort.
Le combat, il passera pas. Donc ouais, franchement, ce combat, il me pose pas mal de questions. Maintenant, debout, je pense que Benoît, il va lui faire la guerre. Je pense qu'il peut même le dominer debout, même s'il bosse bien de Tsarukyan debout. Je pense qu'il peut le dominer debout. Ah, ça, c'est un match intéressant. Là, il y a plein de matchs intéressants à faire. Bah, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Mais moi, le premier nom aussi, ça serait de Tsarukyan. Mais Pimblet, j'avoue que ça m'intéresse aussi. Je veux, en fait, quand tu sais que Pimblet, il est très bon en dessous, Rubergard et tout ça. Moi, je te dis franchement, je pense que tu fais un Paddy BSD à l'UFC Paris, je pense que j'y vais. Moi, je pense que j'y vais. Parce que je pense que l'ambiance, elle est incroyable. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Je pense que c'est la meilleure ambiance qu'on ait jamais vue en France. Ah ouais, non, là, c'est le feu. Ah, c'est le feu. Ouais. Donc ouais, t'imagines la bagarre d'hymne national d'un côté et de l'autre. Ah ouais, non, ça serait un truc de fou. Ouais. Ça serait un truc de fou. Bon, bah écoute, on a fait le tour de cette actu. Dites-nous, posez-nous toutes vos questions, intervenez sur chaque sujet, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les différents sujets, il y a pas de souci. Le prochain épisode pour nous, ça sera l'analyse justement de Max Holloway contre Charles Oliveira qui a lieu la semaine prochaine. Donc ça c'est très 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 intéressant. Moi de mon côté, je l'ai déjà bouclé. Ça y est. Non, pas moi. C'est fait. J'ai pris de l'avance parce que j'avais d'autres choses à faire, j'ai un autre travail à faire pour la semaine prochaine. Donc ouais, non, je l'ai déjà bouclé et c'est un fight qui m'intéresse et c'était très intéressant de revoir leur premier fight à tous les deux. Donc même si ça a pas duré très longtemps, mais j'avais plus en tête comment ça s'était passé. Et c'était très intéressant. J'aime bien cette opposition. J'aime beaucoup cette opposition. C'est un fight qui est très très excitant. Vraiment. Mais je n'en dirai pas plus. Je vais pas spoiler pour la semaine prochaine. En attendant, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, petit passage sur RMC aussi. Donc sur le Fighter Club avec Baba et Charles Chevalier. Donc je ne parle pas du sujet, mais n'hésitez pas à aller donner de la force en commentaire sur ce. Ce sera quel jour? On enregistre mercredi. Donc je pense que ça sortira mercredi. Bon, tu sais, en général, ils sortent le truc dans la foulée, donc voilà, ouais, j'enregistre mercredi et j'ai eu la confirmation de Baba tout à l'heure. Et puis donc ouais, donnez de la force, allez en commentaire, poussez les amis, poussez pour mettre la chaîne en avant si vous êtes fan si vous êtes fan de votre podcast préféré après les autres, hein. N'hésitez pas à aller donner de la force. Et voilà. Bon week-end à vous. C'est vraiment ça. Donc likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site, pareil, c'est en description. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.